Merci d'être là. On sait ce que ça représente. Vous êtes tous très pris. Dans le e-commerce, il y a une règle d'or, c'est que les équipes sont sous-staffées, il n'y a pas assez de monde. Et donc, résultat, vous avez tous des agendas très chargés. Donc, que vous nous fassiez l'honneur d'être là, c'est un grand privilège. Merci à tous. Donc, comment ça va se passer ce matin ? Alors, on va commencer par avoir une table ronde. L'idée, c'est que cette table ronde soit la plus participative possible. Vive la polémique. Et la table ronde, elle est y compris avec vous. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, et ça devrait arriver, hein, eh bien, n'hésitez pas à intervenir. Après ça, je vous parlerai un petit peu de la vision de Target to Sell, un petit quart d'heure, et puis ce sera à peu près le moment où ceux qui souhaiteront pas faire la croisière pourront sortir, et ce sera aussi à peu près à ce moment-là qu'on fera le tirage au sort pour l'Apple Watch, parce que la montre que vous avez eue en arrivant, je dois vous le dire, c'est pas une Apple Watch. Même s'il ressemble énormément. Et puis à ce moment-là, il y aura donc une petite croisière, un petit tour sur la Seine et un cocktail. Et voilà, pour ceux qui voudront rester, pourront rester faire du network. Donc, ce que je propose, c'est qu'on commence par un tour de table, que les personnes de la table ronde se présentent, et donc je passe le micro à Benoît. Si. Bonjour, Benoît Chopin, je suis dans l'e-commerce depuis un petit moment, depuis une quinzaine d'années. Je me suis occupé J'étais directeur e-commerce du groupe King Jouet, donc un site de jouets pendant 7-8 ans. J'ai été DG de Many Design ensuite. Ensuite, j'ai lancé un site qui s'appelle timefy.com. Qui fait partie du site du groupe Meninvest, que vous connaissez sans doute. Timefy a fait partie du groupe Meninvest, et moi je suis actionnaire du groupe Meninvest, et j'ai eu la responsabilité de l'expérience pendant 3 ans chez eux. Donc l'expérience, c'est l'UX, c'est l'UI, c'est la DA et les contenus. Voilà. Bonjour, moi je m'appelle Benoît Gaillard. Je suis professeur aussi à la Web School Factory. J'ai un blog qui s'appelle info-e-commerce.fr, s'il y en a qui connaissent. Je travaille dans l'e-commerce aussi depuis une quinzaine d'années. Je travaille pour des petites marques que vous connaissez, c'est Discount, e-commerce, Rexel, qui y en a au moins qui connaît ici. C'est un grand groupe de distribution électrique. Ouais, ça fait 1,5 milliard en e-commerce quand même, hein, mais en B2B. Et directeur e-commerce du Palais d'été aussi, une marque de thé avec des boutiques dans Paris. Voilà, on fait plein de projets intéressants. Et puis 3 ans, en fait, moi j'ai une agence de conseil en e-commerce pour accompagner les marques, les PME et les retailers à se développer sur la partie web. Bonjour, moi je suis Camille d'Auvergne, donc aussi dans le e-commerce depuis une dizaine d'années. Je travaillais à l'époque pour un comparateur Chao.fr qui malheureusement ne fonctionne plus très bien. Merci Google. J'ai fait une petite pause par Microsoft après, et donc j'ai rejoint Bazar Voice il y a 3 ans. Donc on aide les marques et les sites commerçants à générer du contenu, donc pas seulement les petites étoiles et les avis produits, mais tout type de contenu, photos, vidéos, et aussi questions-réponses, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu plus. Bonjour à tous, Martin Soler, je suis directeur du marketing et du e-commerce chez Manutan. Effectivement, je connais bien Excel parce que Manutan c'est une grosse boîte de B2B. On vend à peu près 50 000 produits d'équipements et de fournitures industrielles aux professionnels. Et moi j'ai 12 ans d'expérience chez Manutan, parce que j'ai commencé chez Manutan au e-commerce de Manutan. Bonjour, moi c'est Olivier Sauvage, je suis blogueur, j'ai un blog qui s'appelle Capitaine Commerce, et je suis aussi patron d'une agence d'ergonomie digitale qui s'appelle Wexperience, qui aide les e-commerçants à améliorer l'expérience utilisateur sur leur site web, mobile, tablette, etc. Je m'appelle Raphaël Fétic, j'ai aussi commencé comme blogueur dans une autre vie, c'est Blog Conversion, et j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Convertéo. On travaille essentiellement sur la problématique de la performance des dispositifs digitaux, ce qui amène de plus en plus à travailler sur la transformation digitale des entreprises.
Et on est 35 consultants, on travaille aussi bien sur les sujets de data. On a sorti un livre blanc sur les DMP pour ceux qui s'intéressent au sujet. Et de manière générale, on va dire tout ce qui a trait à la performance, donc aussi bien à la conception que l'accompagnement à la conception, que le déploiement et l'optimisation. Bonjour, Bertrand Pinault, je travaille à la FEVAD, la Fédération e-commerce vente à distance, qui est l'organisme qui fédère en France les acteurs du e-commerce, principalement les sites, mais on a aussi quelques membres associés, dont la plupart, dont certains sont là, Converteo, Target to Sell, Bazar Voice, Skillbox pas encore, non ça va On discute après. Et puis moi j'ai pas tenu de blog, mais je les lis tous, je les ai lus parce qu'il n'y a plus grand chose sur les blogs maintenant, c'est dommage. Bon, il y a encore François qui continue, Olivier de temps en temps, mais je suis pas sûr que celui qui écrive encore, non, pas trop. Bon, et donc on a récompensé des blogs d'ailleurs dans les favoris e-commerce il y a quelques années, mais on a arrêté de délivrer ce prix. Donc la FEVAD, c'est la fédération qui représente, qui analyse le marché, donc moi je suis Monsieur Chiffre ici pour cette journée, et puis on fait tout un tas de choses, dont le prochain grand événement, ça sera les enjeux e-commerce le 2 juillet, qui réunit tout l'écosystème autour de beaux speakers. Je vous invite à aller voir le programme sur lesenjeuxe-commerce.com. Oui. Bonjour, Richard Lezeux, je suis le fondateur de Adsark Media. Alors Adsark Media, vous connaissez sûrement plutôt sous le nom de FrenchWeb.fr. Maintenant on édite 2 titres, le journal des RH, le journal de la gastronomie. Vous connaissez peut-être We Love Entrepreneur, parce que ça c'est ma grande passion, l'entrepreneuriat. Donc merci de nous accueillir aujourd'hui pour parler commerce. Et bonjour à tous, François Hott, moi je travaille chez iAdvise en tant que performance manager, donc j'accompagne nos clients de la mise en place de la solution jusqu'à l'analyse de leur performance pour leur assurer un retour sur investissement. iAdvise est une plateforme d'engagement en temps réel via différents canaux, chat, call, vidéo et community. Avant cela, j'ai été pendant 6 ans responsable marketing web digital, 3 ans en Angleterre pour un hébergeur de site internet et 3 ans dans le prêt-à-porter dans la région de Lille. Très bien, donc je vais me présenter, François Zizerman. Je suis le président et l'un des 2 fondateurs de Target to Sell. Et puis avant ça, en fait, j'ai un passé avec 2 activités. J'ai commencé ma vie comme développeur, donc j'ai un background technique. Et puis depuis 99, je suis entrepreneur et depuis maintenant une dizaine d'années dans le e-commerce. Donc avant, je faisais du conseil et puis donc maintenant Target to Sell depuis sa création. Très bien, donc je vous propose qu'on rentre dans le cœur du débat. Et première question, quelle est la situation du marché? Comment ça se passe? Il y a eu de la belle croissance depuis des années, mais est-ce que ça va continuer comme ça? Alors j'ai mes anti-sèches, là j'ai pris quelques notes, même si je connais un petit peu les chiffres, mais le e-commerce, on peut dire qu'il se porte globalement bien, il y a toujours des belles croissances. Quelques chiffres rapidement, on y reviendra, j'en aurai d'autres par la suite, mais 2014, on a terminé l'année avec près de 57 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en croissance de 10%. Premier trimestre a même mieux performé encore, avec une croissance de 13,7%. Alors cette croissance, on a coutume de le dire, elle est tirée évidemment à la fois par l'offre et par la demande. Il y a de plus en plus d'internautes, acheteurs. Ça, c'est une chose. Et il y a aussi, de l'autre côté, beaucoup plus de sites qui vendent de tout. Aujourd'hui, on est à 160 000 sites. Donc, ça ne veut pas dire que individuellement, toutes les entreprises se portent forcément très bien. Mais globalement, le marché du e-commerce continue à se développer avec un certain nombre de caractéristiques que j'évoquerai tout au long de la matinée, j'imagine, mais dont l'une d'elles, c'est le mobile, on y reviendra. Les places de marché, on y reviendra aussi, j'imagine. Et puis, la reprise en main quand même des grands retailers sur ce marché. Quand on regarde le classement du top 15 FEVAD il y a encore 3, 4 ou 5 ans, c'était principalement des pure players. Aujourd'hui, dans le top 15, il y a les 2 tiers des enseignes qui sont dans le top 15, c'est des grands retailers. Et il était temps qu'ils se réveillent. Voilà. Donc c'est la fin des pure players? La fin des pure players, il y aura toujours des pure players. Non, il y aura toujours des pure players. Après,
C'est toute la question des marchés de niche. Hein. Là, il y a peut-être des acteurs ici qui seront plus compétents pour en parler. Et puis, ces acteurs de niche, pour trouver l'audience, ils vont sur les places de marché. Hein. C'est aussi l'autre grand phénomène qu'on observe. Des places de marché généralistes, hein. Amazon, Cdiscount, rue du commerce, Fnac ou autres. Et puis des places de marché de plus en plus, des verticaux qui se développent. Alors qu'est-ce que ça va donner je sais pas, il y a bien un moment où il va y avoir peut-être un petit peu de casse, hein, je sais pas. Mais en tout cas, à la fois l'accroissement du nombre de sites actifs et puis tous les acteurs de l'économie aujourd'hui développent un canal, la digitalisation évidemment, et parfois un canal de vente, y compris dans le B2B d'ailleurs. Hein, on a un peu de retard là-dessus. Hein, les entreprises qui achètent en ligne et qui vendent en ligne en France sont très en retard par rapport à nos voisins européens. Donc il y a encore de très belles marges de progression, et puis dans cet univers, forcément il va y avoir des restructurations, et le phénomène retailer qui reprend la main en est un, mais il y a toujours de la place pour des entrepreneurs innovants qui vont savoir renouveler, évidemment, transformer les entreprises qui existent et qui ne savent pas peut-être utiliser ces nouveaux canaux. Hein. Moi, je préciserais quand même qu'il y a un problème intrinsèque de rentabilité. On a une industrie totalement financée depuis une grosse décennie, qui a permis de faire la pédagogie du consommateur, mais qui aujourd'hui arrive à ses limites, et donc cherche des business models complémentaires. On parle d'un marketplace, on peut parler des modèles publicitaires. On a une industrie du coup qui cherche d'autres moyens d'aller chercher et grappiller de la vraie marge. Donc, les 15% de commission sur le marketplace, on est prêt à les prendre. Plutôt 10, 15, genre tendu du 20 sur d'autres, voire 25 sur certains verticaux très, très juteux. Donc ce problème de rentabilité il pose quand même de grosses questions, même dans la définition même de ce qu'est e-commerce. Et je sais qu'à FEVA, on lit de plus en plus pour commerce connecté, puisque notamment les grandes enseignes, aujourd'hui, quand elles regardent leur canal, elles commencent à dépasser un petit peu le concept de silo, mais c'est pas encore totalement fini. Et il y a naturellement une confusion entre le rôle de médias et d'outils de communication avec des investissements de web marketing versus naturellement le côté transactionnel, achat en ligne, et de mettre les investissements en face du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on ne rend pas ce canal-là rentable. Maintenant, c'est naturellement une construction totalement intellectuelle de vouloir mettre 1 euro en ligne égale 1 euro de chiffre d'affaires. Donc la discussion qui s'ouvre et qui amène aussi certains acteurs pure players à devenir maintenant click and mortar. On peut penser à Spartoo qui a ouvert sa première boutique à Grenoble, et d'autres très certainement à se poser la question, c'est notamment diversifier aussi leur structure de charge, pas être que sur des coûts variables comme on l'aime dans l'internet, et de se revenir vers des coûts fixes. Vous savez, à un moment dans la journée, on peut se dire j'ai atteint mon point mort, ma boutique est rentable. Un e-commerçant peut rarement le dire aujourd'hui. Non, s'il n'y a pas de questions, non. Ouais, en termes d'actualité, il y a l'annonce de Google qui dit que, j'ai cru voir passer ça, qu'il y aurait le bouton acheter directement sur la page de Google. C'est quoi aujourd'hui pour un marchand la plus grosse menace? C'est Google ou c'est Amazon? Les deux sont membres de la FEMA, je ne vais pas me prononcer. Je pense qu'à court terme, c'est quand même plus Amazon, parce que pour en avoir parlé avec eux il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis, ils sont tellement dépendants des budgets d'advertising qu'ils ne sont pas encore prêts à se mettre en frontal vraiment avec les marchands, contrairement à Amazon qui a qu'une envie, c'est de tuer tous les autres marchands. Mais oui, je pense qu'à très moyen terme, quand on voit Google qui investit sur les plateformes de fulfillment avec Google Express aux États-Unis, où ils font carrément du picking en magasin pour livrer dans la journée, je pense qu'ils ne sont pas très très loin de monter une méga place de marché d'ici 2-3 ans. Quoi. Ça peut être Alibaba aussi, l'ennemi de demain. Je veux bien réagir sur ça en fait, parce qu'effectivement on parle toujours des marchands, des marketplaces, etc. Nous ce qu'on observe, c'est qu'il y a un certain nombre de plateformes de services qui aujourd'hui vont devenir des acteurs majeurs dans le e-commerce. On pense bien entendu à Google, mais on pense aussi à des solutions comme WeChat, comme WhatsApp, qui intègrent directement en fait des mécanismes d'achat, des mécanismes de paiement, et très clairement, disons aujourd'hui par exemple Xiaomi,
qui est l'un des qui est le iPhone, le Apple chinois au niveau du téléphone mobile. Xiaomi aujourd'hui sont capables d'écouler plus de 200 000 téléphones en moins de 3 minutes. Donc ça vous donne un peu une idée de ce que ces plateformes d'instant messaging sont capables de faire en termes d'outils, voilà, de commercialisation. Donc bien entendu il y a Amazon, bien entendu il y a les autres marketplaces, mais je pense que ce qu'il faut aussi anticiper, sans être dans de la science-fiction non plus, c'est ces nouveaux outils de conversationnels qui aujourd'hui sont adoptés d'une manière massive et qui vont devenir de vrais vecteurs de vente. Sur ta question de savoir entre Amazon et Google qui est le danger le plus important pour le marchand, en fait, moi je poserais quelque chose d'autre. Je pense que le plus grand danger pour le marchand, c'est le marchand lui-même, en fait. Parce que c'est les propres barrières qu'il se met, lui, dans son entreprise, en fait, et qui le limite dans son avancement. On voit un acteur comme Darty, ils sont pile poil en face d'Amazon. La stratégie qu'ils mettent en place aujourd'hui, il faut voir si dans 5 ans, elle leur permet de vivre confortablement et tout ça, mais c'est un des premiers acteurs qui pourrait subir de plein fouet la concurrence d'un Amazon. Et aujourd'hui, ils ont une stratégie très agressive, alors qui est basée sur le cross-canal, mais avec plein d'innovations, avec des services, avec des développements, en changeant un peu de business model, en allant trouver du chiffre d'affaires autrement que juste en achat-vente de produits. Et donc, on voit une vraie volonté de se développer, une vraie volonté de digitaliser la boîte. Et à mon avis, ils sont sur la bonne direction dans un secteur qui est loin d'être facile quand même, quoi. On a eu le même phénomène avec la Fnac, quand même, qui a pas mal rebondi aussi avec le click-to-magasin. La Fnac est encore en face d'Amazon, hein. Je pense que fondamentalement, ce que je disais sur les marketplaces, il faut peut-être aussi redéfinir qu'est-ce que le métier d'un commerçant, parce que gérer une surface de vente physique, un stock, des achats, aller sourcer, et on voit que naturellement la marketplace sur le sujet du sourcing, elle est juste très easy, même si derrière il y a des contreparties, notamment en termes de scoring de ces vendeurs, parce que c'est des partenaires qui vont aussi rejeter sur nous une image plus ou moins positive ou négative. De gros sujets, moi j'accompagne un certain nombre d'acteurs qui ont dorénavant une marketplace qui peut représenter jusqu'à 20% ou plus de leur chiffre d'affaires. Derrière, ça change toute l'entreprise, notamment des discussions. Est-ce que je vends un produit que je vends d'habitude? Est-ce que je vends des produits, parce que c'est aussi des gens qui ont parfois des marques internes, des MDD, des marques de distributeurs. Et puis plus globalement, comment par exemple je gère le sujet de l'animation commerciale. Quand je veux faire un moins 20% sur un rayon qui est mixte entre mes produits, les produits que j'achète et les produits de mes partenaires, est-ce qu'ils me suivent ou pas dans l'aventure? Donc ils deviennent naturellement des acteurs qui sont dans une animation de vendeurs qui posent pas mal de questions sur les nouveaux métiers, mais qui posent beaucoup plus de questions encore sur leur manière de gagner de l'argent et sur leur métier à terme. On a vu le rachat du commerce par Cogedim, on voit d'autres mouvements qui naturellement militent en tout cas pour ce rôle, je dirais, qui a l'air intéressant et juteux de je m'occupe pas de la logistique, à peine de la relation client, mais derrière je prends ma commission, alors que les autres nous expliquent qu'ils perdent notamment de l'argent dans un contexte cross-canal à cause du coût d'acheminement, à cause du mauvais, je dirais, pilotage de leur stock, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur le click and collect par exemple. On s'amuse à aller chercher dans des stocks centraux parce qu'on a peu de visibilité sur le stock local, ou on n'a pas le bon business model, donc il y a encore plein de silos de données, mais des silos métiers surtout qui sont des éléments qui à terme font qu'il y a des business qui sont peu ou pas rentables. Si on faisait un petit peu plus le travail de remise en question, qui pourrait devenir un minimum rentable, voire très rentable si c'était bien fait. Ouais, la transformation des entreprises, c'est clair que c'est un sujet, ça rejoint un peu le point que tu disais, finalement, la barrière pour les boîtes, ça peut être la boîte elle-même. Un élément clé, et Bertrand en parlait, c'est l'évolution des terminaux de connexion, et donc le fait qu'il y ait le développement des smartphones, c'est une réalité extrêmement importante aujourd'hui, des tablettes aussi. T'as des statistiques, Bertrand, là-dessus? Je vais sortir mes petites notes. Aujourd'hui, le mobile, c'est 4,6 millions de Français qui ont déjà acheté en ligne à partir de leur mobile. Ça, c'est une étude TSM de 2014. Et puis, ça pèse 4 milliards d'euros en 2014. Donc,
plus de 54% par rapport à 2013, c'est 7% du marché e-commerce, les achats sur mobile. Mais il faut bien voir que le mobile a une place pas forcément que transactionnelle, hein, qu'il est aussi un outil en magasin de recherche d'infos, de comparaison, d'échange, de réseau social, de partage. J'avais un autre chiffre à vous indiquer sur les mobiles. Sur les gens qui déclarent l'équipement, ceux qui sont équipés de tablettes, ils sont près de 30% à avoir déjà acheté sur leur tablette. Bon, ça c'est pas très étonnant. 17% ont acheté sur mobile au cours des 6 derniers mois. Donc, voilà. Puis il y a des grands sites marchands qui nous annoncent des chiffres, enfin, soit en audience, enfin, des audiences phénoménales. Dans la globalité de leur audience, c'est plus de 50%. Enfin, il y a des chiffres US là-dessus. Vente privée, à chaque fois, annonce des chiffres délirants de vente et de... Alors, vente privée de la vente, carrément, oui, c'est des transactions, mais il y a aussi des sites e-commerce qui font 50-60% de leur audience sur mobile. Après, la transaction peut se faire éventuellement sur tablette, tablette et mobile, ouais. Voilà, donc oui, le mobile est très très forte, évidemment, croissance, et tous les e-commerçants doivent avoir une présence, ce qui est assez facile aujourd'hui avec le responsive. Enfin, peut-être il y a sans doute des aménagements à faire, hein. C'est pas le même site qu'il faut forcément faire, mais tous les e-commerçants doivent. Je pense que Olivier sera d'accord avec moi, mais aujourd'hui sur la partie conception de site, c'est vraiment mobile first, et on construit la version desktop par-dessus plutôt que l'inverse, hein. Aujourd'hui, hein. On peut voir chez certains clients, la partie mobile, c'est jusqu'à 40% du trafic. Là, aujourd'hui, sur le mois de mai 2015, avec un x2, x3 pour la plupart des clients depuis un an, hein. Donc, à ce rythme-là, je pense que début 2016, on peut avoir, nous, chez Skillbox, la majorité des clients qui ont du trafic mobile plus important que la partie trafic desktop. Alors mobile, ça inclut mobile et tablette systématiquement, hein, dans toutes les études, hein, Bertrand, on les additionne un petit peu. Les comportements sont différents, mais bon, le concept est un peu le même. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est Google qui a annoncé, je crois, le mois dernier, qu'il faisait plus de recherches via mobile, qui recevait plus de recherches via mobile que via desktop, le mois dernier ou il y a 2 mois, un truc comme ça. Ouais, alors moi je trouve ça, peut-être à mettre un bémol sur tout ça, parce qu'on a l'impression que le mobile c'est formidable, c'est un peu l'avenir. Nous on fait beaucoup de tests utilisateurs avec nos clients, donc on teste des applications, enfin des sites web, sur PC, sur tablette, sur mobile. Et en fait, ce qu'on note, et ce qui est intéressant et surprenant, parce que je ne m'attendais pas du tout, c'est que les comportements ne sont pas aussi prévisibles qu'on peut le croire. Alors notamment, je me souviens qu'on a fait une étude assez récente pour une grande marque textile dans le Nord, avec un public de gens très très jeunes, donc des gens entre 18 et 21 ans. C'est assez rare qu'on fasse des tests avec des populations comme ça. Et ce qu'on a remarqué par exemple, c'est que ces gens-là préfèrent terminer leur commande sur bureau, sur PC de bureau. Ils aiment bien le mobile, effectivement, pour faire des recherches d'informations, etc. Mais ils vont pas acheter. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils n'achètent pas, non pas pour des raisons technologiques, mais pour des raisons de crainte. En fait, ils ont peur, par exemple, que sur mobile, leurs transactions soient moins sécurisées. Alors, je ne vais pas en faire une généralité, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même faire attention, quand on parle de mobile, à ce qui se passe réellement sur votre site mobile. Alors, c'est vrai qu'il y a des sites qui font 30%, 40% de trafic mobile, tablette inclus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui visitent les sites via mobile. Après, les transactions ne sont pas forcément sur mobile, il faut bien le voir. Et puis, il y a aussi des sites où il y a une telle complexité, il y a une telle richesse de l'offre. Je prends pour exemple Decathlon que je connais bien, ou faire un site mobile, oui, il faut le faire. En même temps, vous attendez pas à ce que ce soit un site qui fasse beaucoup de transactions, parce que l'offre est très très complexe et les gens ont beaucoup de mal à se retrouver sur ce genre de site et à trouver ce qu'ils cherchent. Donc c'est vrai que le mobile, aujourd'hui, on peut pas ne pas faire un site mobile, ce serait idiot. Par contre, il faut sans doute beaucoup réfléchir à ce qu'on va mettre sur ce site. Et c'est pas forcément une décalque parfaite du site PC, ça peut être un sous-site du site PC avec des fonctionnalités supplémentaires pour mobile. Et puis ça amènera aussi évidemment la question de l'application. Si on fait une application, pourquoi on en fait une? Encore une fois, je crois que tout ça n'est pas si naturel que ça, et l'avenir n'est pas forcément au mobile, le desktop a encore un avenir. Il faut simplement bien comprendre les parcours utilisateurs.
Juste, je termine Benoît encore une fois sur les utilisateurs, puisque j'ai parlé des jeunes. Je peux aussi parler des seniors qu'on teste aussi beaucoup. Et les seniors sont aussi très surprenants de ce point de vue-là. Moi, ce que j'ai découvert, c'est par exemple qu'on a des seniors qui ne surfent plus que sur mobile. Donc, ils vont même pas sur un PC de bureau, parce que c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Et ils sont très à l'aise avec un mobile, ils vont tout faire sur mobile. Et j'avoue que moi, je m'attendais pas non plus à ce genre de comportement. Et encore un dernier mot sur les seniors. Il y a seniors et seniors. J'étais la semaine dernière pour faire des tests pour une grande marque de distribution. Une même personne de 65 ans, enfin 2 personnes différentes de 65 ans, vont pas du tout avoir forcément la même expertise en termes d'utilisation du matériel et vont pas du tout avoir le même usage non plus. Donc encore une fois, méfiance sur les grandes généralités. Regardez au cas par cas, regardez bien votre population cible et regardez comment elle utilise votre matériel et c'est pas forcément ce à quoi vous vous attendez. Ouais, juste 2 choses. Sur les usages en mobile qui sont différents du desktop, ça c'est évident, il faut réfléchir par rapport à comment vont utiliser vos clients, vos internautes. Mais on a discuté d'un point avec justement Martin ce matin, c'est aussi la liaison entre toute la partie mobile et la partie desktop, c'est ce que tu disais. En fait, aujourd'hui, du coup, on va peut-être se renseigner, parce qu'on est dans le métro, il commence à y avoir un peu de réseau, parce qu'on est en déplacement, donc on se renseigne sur des produits sur son mobile, mais aujourd'hui, toutes les liaisons entre le mobile et le desktop, elles sont presque à inventer. Partager un panier, aujourd'hui, c'est pas une fonction qui est répandue. Voilà. Et puis, ouais, la wishlist. Et toi, tu as fait des liaisons sur la partie catalogue et mobile aussi? Oui, nous, on a encore une grosse activité catalogue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui choisissent sur catalogue et qui commandent soit sur le web ou via d'autres canaux. Et on s'est dit que le mobile pouvait vraiment accélérer ça, et notamment donner plus de vie au catalogue et simplifier l'achat. Et donc on a utilisé une technologie de reconnaissance d'image qui permet de scanner n'importe quelle page du catalogue et d'avoir instantanément les produits qui apparaissent et pouvoir commander derrière en one click, et on va rajouter la disponibilité des produits notamment. Et le retour d'expérience là-dessus, c'est que quand on donne l'application à des gens, on leur explique qu'ils trouvent ça extraordinaire, sauf qu'on a un peu raté l'introduction du service chez les clients. Donc on a fait tout le boulot en amont plutôt bien, l'application a très bon retour, etc. Par contre, la grosse majorité des clients savent pas, ils sont pas au courant qu'il y a cette application-là, et quand ils savent qu'il y a une application, ils savent pas à quoi elle peut leur servir. Donc le gros retour d'expérience que je donne sur les apps, c'est vraiment, faut faire tout ce boulot-là. Il est vital d'analyser le parcours d'achat, de trouver des services et d'essayer d'innover et donner une vraie dimension servicielle, parce que moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur l'aspect transactionnel. Nous on fait, je sais pas, ça doit être 0,5% de notre chiffre d'affaires qui passe vraiment par l'app. Par contre, on est convaincu qu'on peut donner une vraie dimension servicielle aux apps. Par contre, il y a un effort d'introduction, de marketing, de communication autour de ça qui est vraiment pas sous-estimé, et pas par les moyens assez classiques, parce que nous on avait pas mal utilisé des newsletters, des choses comme ça pour en parler. Et en fait, il faut introduire le service au bon moment dans le parcours d'achat, et très souvent c'est les équipes de vente, que ça soit terrain ou au téléphone, qui sont les meilleurs prescripteurs. Et donc là, on est vraiment en train de travailler là-dessus et ça redémarre pas mal. Donc ouais, bien aussi penser à ça, parce que sinon c'est des beaux investissements, c'est super pour les presse, mais ça génère pas beaucoup de business. J'avais un petit point, parce qu'on parle de contenu, de recherche d'informations. C'est vrai que quand on parle des avis, souvent on voit sur les sites internet des étoiles de contenu. Maintenant, ce qu'on pousse, on pousse nos clients aussi au niveau de leur stratégie, c'est au niveau mobile. Comme on dit dans le métro, on a des recherches d'informations sur les produits, de pousser les avis aussi pour que l'utilisateur en fait ait une information complète dans sa recherche de produits en phase d'achat, mais pas seulement, aussi en magasin. C'est vrai qu'on a, par exemple, on a l'exemple de Darty, où, comme je disais, en effet, ils sont très innovants. Et maintenant, on va avoir des tablettes pour aussi les vendeurs, pour aider, par exemple, l'utilisateur ou la personne qui va vouloir acheter auprès de la tablette, d'avoir toute l'information nécessaire du fait du contenu, de partager en fait avec les autres utilisateurs pour se retrouver en fait dans l'achat et dans le profil d'achat via différents canaux. Si je peux juste faire un petit... Je voudrais rebondir sur ce que disait Martin par rapport aux applications mobiles et sur le fait que les gens utilisent ou pas vraiment une application mobile dans le e-commerce. Je trouve que c'est vraiment important. Enfin, ça, c'est quelque chose que j'ai quand même remarqué souvent. Tu parlais de reconnaissance d'image. Donc, je trouve que c'est une très très belle technologie. Mais j'ai eu l'occasion récemment de tester, pour 2 marchands différents, une application de reconnaissance d'image
justement pour faire de la capture d'images dans des magazines. Et en fait, il faut vraiment faire attention à ça. C'est pas parce que la technologie est belle et qu'elle est performante que ça va marcher auprès du public. L'application, je vais pas la nommer parce que ce serait pas très gentil, mais moi je l'ai testé et en fait, on se rend très vite compte que c'est juste pas utilisable. D'accord, ça marche, mais quand vous scannez une photo, il vous faut 30 secondes avant que le serveur réponde et vous renvoie la réponse. Alors moi je suis un geek et en plus je suis là pour tester, donc ça m'intéresse et je veux bien voir comment ça marche. T'as pas essayé l'application Manutan, c'est pour ça? Non, mais c'est le même fournisseur que celui auquel je pense. Bon. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, je veux attirer l'attention là-dessus, c'est que c'est pas parce qu'une technologie est belle qu'elle va fonctionner auprès du public et qu'il faut vraiment faire ce travail de pédagogie. Alors, quand c'est auprès d'un public B2C, c'est très compliqué parce que l'engouement va très vite et le taux d'abandon va aussi vite que l'engouement est fort. Donc il faut vraiment se méfier de ça. Et juste encore un deuxième petit laïus, un petit aparté encore sur ces appareils-là. J'ai parlé d'objets connectés rapidement, mais c'est une grande marque de distribution aussi qui a fait ça, qui a diffusé un petit appareil, je ne sais plus, c'est fabriqué aux États-Unis, qui permet de scanner des produits dans sa cuisine pour pouvoir ensuite les ajouter à sa liste de courses. Donc très bien, attention, très louable. On sait qu'Amazon a fait la même chose avec Amazon Dash. Pareil, j'ai essayé l'appareil. Déjà, il a fallu une demi-heure pour le configurer, sans comprendre pourquoi j'y suis arrivé. Puis une fois que je l'ai fait, de toute façon, ça marchait pas. J'arrivais pas à scanner des produits, la reconnaissance vocale fonctionnait pas. Et donc, encore une fois, ce que je veux dire, c'est que je pense que dans l'e-commerce, il faut créer des nouveaux services, il faut créer des nouvelles choses qui vont simplifier la vie de l'utilisateur, mais avant de les mettre sur le marché et de faire du bruit dans les magazines pour se faire mousser un petit peu auprès des médias, je pense qu'il est aussi important vraiment de vérifier l'usage et l'adoption par les utilisateurs parce que c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît à première vue. Ouais, alors j'ai une petite remarque technique et puis après une question. La remarque technique, c'est que dans ce que vous dites, ce qui ressort, c'est qu'il y a finalement deux choses contradictoires. Il y a en même temps une grosse partie du trafic qui est sur mobile, et donc c'est plus une question. Il faut que son catalogue soit présenté et bien présenté sur le mobile, sinon on perd de la visibilité, on ne satisfait pas tous ces gens-là qui viennent. Et par contre, on peut en même temps explorer des choses innovantes, mais c'est presque deux choses un petit peu séparées. Et d'où l'idée technique que j'ai en tête, hein, on se refait pas, on a le background qu'on a, c'est que ce qui me semble une bonne idée de faire, et tout le monde n'a pas cette perception-là, c'est quelque chose de finalement assez simple, c'est de concevoir un système en couches et de se dire que finalement la partie front, la partie qui est présentée aux clients, aux utilisateurs, c'est finalement une couche relativement fine qui s'appuie sur un système qui va gérer les logiques métiers, etc. Et cette façon de faire, de penser avec un middleware, qui n'est pas le RP, donc il y a le RP, il y a un middleware, et puis par-dessus il y a des couches front, ça permet de faire du test rapide, sans investir des fortunes, puisqu'on ne refait pas tout le système, on refait juste une petite couche front. J'avais une question, on parle d'applications, on parle de sites. Est-ce qu'on a des chiffres sur les ratios entre les usages applications et les usages sites? Là, j'en ai pas. Je sais qu'on avait publié des chiffres là-dessus il y a un an ou deux. Là, je repense spontanément à un article de Fred Cavazza là, qui disait qu'il faut arrêter les applis, les sites, responsive c'est bien, ça sert à rien de faire des applis pour des sites, à part VP, SNCF et Amazon. Les autres, c'est pas la peine d'avoir, les gens vont pas installer votre appli, ils vont pas installer 15 applis sur leur téléphone. Alors je suis pas d'accord. Oui, non, mais moi, je cite, hein, c'est tout. Il y avait une stat qui disait que 80% des applis étaient ouvertes une seule fois et jamais réutilisées après. Donc non, j'ai eu des chiffres mais qui sont un petit peu anciens, que ça a dû beaucoup bouger. Et là, vaut mieux une appli qu'une mauvaise appli, ça c'est sûr. Moi, je serais aussi d'avis de Fred Cavazza. C'est vrai que les applis, j'en ai trois marchandes sur mon téléphone, mais c'est celles que j'utilise au quotidien, mais quasi hebdomadairement. Mais les autres, si je suis vraiment un fan geek de la marque, je sais pas. Moi, je veux bien réagir. En fait, j'adore les conférences e-commerce parce qu'on parle toujours de segmentation, on parle toujours de data, de machin, etc. Et on ne parle pas d'expérience utilisateur, on ne parle pas d'expérience client. C'est finalement qu'est-ce que votre marque veut proposer à ses clients en termes
en termes d'expérience, en termes de ce qu'on va vivre en tant que tel. On va me parler voilà, de produits, là, oui, on a découvert que tout le monde était sur mobile. Voilà. Franchement, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. Donc aujourd'hui, en fait, ce que nous on observe côté French Web, c'est aujourd'hui quelles sont les marques qui sont capables de proposer une expérience qui ne soit pas calquée sur l'organisation de la boîte. C'est aujourd'hui, donc, vous allez à la Fnac, le vendeur il va vous vendre uniquement ce qu'il a en stock à portée de main. À aucun moment il va aller sur Fnac.com faire un paiement, disons une commande, et en vous disant vous serez livré dans 3-4 heures. Alors ça commence parce que voilà, ils sont en train de commencer à bouger sur le truc, il faut gérer les rémunérations des vendeurs pour faire en sorte qu'ils aient leurs incentives quand c'est géré justement via Fnac.com et pas via la Fnac tout court, c'est deux sociétés séparées, etc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est que beaucoup justement de retailers, de traditionnels, en fait, on offre une proposition d'expérience qui est intégralement calquée sur leur organisation interne, qui est calquée sur leur silo, etc. Donc en fait, moi, la question que je pose à tout le monde, c'est comment justement on peut sortir de l'outil, comment on peut sortir de tout ça pour finalement proposer quelque chose de différent en tant que tel. Si quelqu'un veut prendre le point. Non, moi je trouve qu'il y a une barrière, on sait qu'il y a du monde sur mobile. Olivier disait tout à l'heure que ça transforme pas, mais ça transforme pourquoi? Ça transforme pas pourquoi en fait? Parce que le tunnel commande, c'est quelque chose de rébarbatif sur mobile en fait, tout simplement. Entre autres, ouais. Mais aussi parce qu'il y a des problèmes de confiance, mais il y a aussi des problèmes de process. Saisir une adresse sur mobile, c'est chiant. Saisir un numéro de carte, c'est complètement improbable parce qu'on va pas sortir sa carte si on est dans le métro ou voilà pour saisir, c'est pas pratique. Et c'est là que le site peut être complémentaire. On n'a rien, il faut mémoriser le numéro de carte, il faut simplifier l'identification, etc. Peut-être avec une empreinte digitale, il y a des gens qui font ça. Et je pense que c'est là que une appli pour une marque, pour un distributeur, peut être très utile. Parce qu'elle simplifie l'expérience de son client, c'est-à-dire qu'on lui dit, il y a une appli qui existe à un moment, il faut la promouvoir intelligemment et contextuellement, on lui dit qu'on a enregistré votre numéro de carte, que c'est facile, etc. Et dans sa consultation, dans sa navigation, il a sélectionné ses produits, et si après il n'a plus qu'un clic à faire pour acheter et être livré, c'est vraiment de la facilitation. Pourquoi aller s'embêter sur notre desktop finalement? Je suis totalement en phase sur le sujet de l'expérience client qui doit être au cœur. Et comme dit, les gens sont en train de se réformer parce qu'ils ont conscience qu'ils vont perdre, et notamment perdre des clients en point de vente. C'est bien de faire du web to store, encore faut-il qu'en store on fasse aussi du store to web, et c'est un gros sujet, mais aussi du store to store qui est très mal maîtrisé parce que naturellement ça pose en plus des questions entre les magasins, comment on se répartit les responsabilités et la valeur. Je connais des gros réseaux qui, notamment de mode haut de gamme, qui dans Paris, il y en a une tous les 200 mètres. On peut laisser sortir une cliente sans lui dire que dans la boutique à 200 mètres, il y a peut-être le produit dans la taille recherchée. Donc ça, c'est encore des sujets organisationnels, des sujets silos. Ça passe par des directions générales qui en ont conscience et qui sont prêts à taper sur toutes les têtes qui dépassent et qui veulent pas naturellement suivre. Il y a des baronnies, enfin, vous connaissez le sujet. Sur juste la question du paiement mobile, en effet, le gros sujet, c'est le paiement déjà. Et on le voit pour des très gros acteurs où on arrive à faire enregistrer sur Desktop la carte. Après, naturellement, ces gens-là, on arrive très facilement à les convertir sur mobile. Mais ce qui est un préalable, c'est-à-dire qu'on a une relation fidèle avec une enseigne. Or, il y a beaucoup d'e-commerçants, ils font c'est mono achat dans une vie client où le client se dit la prochaine fois que je verrai ce e-commerçant, c'est peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, qu'est-ce que je vais enregistrer? Qu'est-ce que je vais télécharger son application? Je suis même pas sûr de racheter un jour chez lui. Donc on a aussi ça sur les études consommateurs. Quand notamment on propose une redirection vers l'App Store et tout ça, il dit bon ben je vais prendre 2 minutes ou 3 minutes pour télécharger l'application, alors que si je vais sur la version mobile du site, je vais directement avoir accès à ma page, puis je verrai parce que je suis même pas sûr d'acheter. Donc il y a vraiment toute cette question de la récurrence de la relation, et c'est là qu'Amazon est naturellement un acteur puissant, puisque entre son programme premium et c'est l'ensemble de son catalogue qui dit que forcément on peut avoir une relation qui va se traduire par 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 achats par an chez Amazon, là où chez la plupart des e-commerçants, on voit un achat, peut-être un deuxième dans l'année, et c'est difficile de se projeter plus loin. Et il y a un sujet qui est du coup de la mutualisation, on va dire, de ces enregistrements de cartes et de toute cette relation, qui a vocation, in fine, en effet, de simplifier la donne. Donc il y a forcément, on l'a vu, notamment Patrick Robin, là, cette nuit, la news est tombée, il va proposer donc
une mutualisation autour de services et de manière générale, en tout cas, cette question se pose pour tous les petits versus un Amazon qui, lui, est l'hypermarché du web. Et juste un truc qui fera plaisir à François, sur la partie mobile, on est aussi sur de la technique. Je veux dire, s'il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de vente. Aujourd'hui, on a de la 4G à peu près correctement dehors. On n'a pas partout. Il y a encore plein de zones en 3G. Il y a encore des zones qui ne sont pas couvertes en 3G. C'est assez lent. Ça peut expliquer aussi. Les écrans sont quand même relativement petits. Les problèmes de batterie. Je pense que la liste, on peut la faire toute la journée pour expliquer pourquoi une commande n'est pas finalisée aussi. Sur PC ou sur Mac, sur desktop, ça fonctionne quand même plutôt bien aujourd'hui. Donc ça peut aussi, enfin la partie technique en situation de mobilité, elle reste aujourd'hui fondamentale, quoi. Oui, j'avais encore. On avait remarqué, quand j'ai été sur Londres pour une conférence avec l'Institut du marketing, ils avaient pas mal de chiffres également. Et c'était par rapport au comportement. On a parlé un petit peu des utilisateurs mobiles. La plupart, à 70-75%, commencent leur parcours d'achat sur mobile pour vraiment se laisser tenter, avoir un coup de cœur, prendre des informations. Donc à partir de ce moment-là, entre avoir un site responsive, ça devient indispensable. Google vous pénalise dans le référencement. On n'en sait rien. Si on n'a pas de site mobile, bon, à terme ça va arriver. Mais vraiment, si le consommateur demande de l'information, de se laisser tenter pour un coup de cœur sur mobile, l'application doit répondre à ce besoin. Il y a plus une utilisation inspirationnelle avec les applications, que ce soit sous forme de jeux, sous forme de contenu, sous forme de photos, de vidéos, de musique, et tout cet aspect pour faire adhérer les utilisateurs à votre marque et faire prendre conscience, si c'est fait subtilement, de vos produits, plutôt que, enfin, là on est en train de penser vraiment très transactionnel, comment faire payer sur mobile nos utilisateurs. Mais avant qu'ils achètent, il faut les convaincre, et je pense que mobile a une vraie part à jouer dans faire connaître vos produits, pour ensuite, après, ils vont acheter de la façon dont ils ont envie d'acheter, que ce soit sur mobile, sur tablette le soir quand ils rentrent du boulot ou au travail entre midi et deux. Advise, la solution de chat, nos visiteurs peuvent chatter en ligne sur mobile. Et vous êtes stats plutôt ? On a des stats, donc on a un taux de conversion beaucoup plus faible après chat sur mobile, ça c'est sûr. Sur tablette, on a un taux de conversion similaire au desktop. Par contre, on a un panier moyen qui est en général 30% plus élevé sur tablette. Il faut croire que les utilisateurs tablettes sont plus confortables chez eux le soir après le boulot et sont plus à même d'acheter. Après, pour l'instant, ça reste un trafic assez minime, mais on a par contre, il y a le chat, il y a aussi le click-to-call, et c'est vrai que les utilisateurs mobiles sont très fans du click-to-call pour pouvoir simplement, en une touch, pouvoir avoir un coup de téléphone et puis ça reste un mobile, donc c'est un téléphone et par définition c'est la meilleure utilisation qu'il présente. Du coup, click to call, ils sont au téléphone, ils sont plus sur le machin. Voilà, click to call, ils parcourent le site, ils ont une question sur un produit, ils appuient et quelqu'un les rappelle et ça, ils ne payent pas la communication, ils ont un service client en temps réel. Ils font la transaction, mais oui, la transaction se réalise plutôt au téléphone. Alors. Le conseiller peut ensuite guider la personne. Et soit le visiteur finit la transaction sur son mobile, soit il rentrera plus tard chez lui, il va finir sur tablette. Ok, on va passer au sujet suivant. J'ai juste faire une petite remarque sur le responsive. Ça semble pour beaucoup une solution universelle et géniale. Moi, j'ai pas, je lance le débat, donc je peux pas l'arrêter là, mais je suis pas convaincu de ça. Je pense pas que ce soit une solution miraculeuse. Je pense que c'est mieux que rien, mais je pense que un site mobile, il doit être conçu comme ça. La navigation doit être conçue comme ça. On navigue pas dans un catalogue de la même façon. Donc c'est même l'architecture du site qui doit être repensée si on veut faire du bon travail. Et donc le responsive répond pas à ça, clairement. C'est ça. Et question poids et technique, on l'a dit, c'est un responsive serveur. Donc après, il faut voir ce qu'on appelle responsive. Très souvent, les gens pensent uniquement côté navigateur, mais côté serveur, ça paraît naturellement être au minimum le choix arbitré. Et puis après, sur la question de dédier des fonctionnalités, je pense que ça, on est tous d'accord. Donc ça signifie des réarbitrages. Alors après, est-ce que la rupture est vraiment marquée? On ne sait jamais le dire. Et forcément, il faut une continuité de l'univers graphique et sur la charte, il n'y a pas de souci. Mais après, la rupture peut être quand même très profonde et notamment, je pense qu'il y a un vrai découpage là, sur les tailles d'écran et sur les utilisations entre sédentaires, nomades. Mais comme disait très bien Olivier, ça s'étudie, ça se regarde.
si on a un middleware qui va bien et qu'on va faire les tests, c'est encore mieux. De manière générale, et je vous invite à regarder, il y a une excellente interview, en tout cas tribune du DSI de Solocal sur le sujet et sur pourquoi les DSI aujourd'hui sont le frein à la transformation des entreprises. Notamment, il y a un sujet sur le côté penser API, penser web service, penser modulaire en fait. Et c'est qui après fait que mettre une surcouche application, une surcouche site ou une surcouche autre, finalement c'est quelques euros de plus. Alors moi je suis pas du tout d'accord que c'est les DSI qui freinent les transformations des entreprises. Ils ont un très bah, peut-être, mais ils ont très très bon dos, je trouve, parce que le nombre de fois où ils ont fait un super boulot et l'outil il est resté au fin fond de la mailbox des équipes marketing et le truc n'a pas du tout été utilisé. Je pense que au final, je suis ingénieur. Non mais enfin, je pense qu'il. Non, je suis pas du tout rattaché à la DSI, mais et le nombre de fois où je les ai pourris parce qu'ils vont pas assez vite. Bien sûr que c'est pas toujours des accélérateurs et ils jouent leur rôle aussi dans cette fameuse transformation, mais bah, je veux quand même, je crois qu'il y a beaucoup d'équipes marketing là, enfin, on joue un rôle qui est quand même très prépondérant, je pense, là-dedans. Et en tout cas, pour répondre à la question de Richard sur la question de comment on transforme et on évite de faire des boîtes et des services qui sont orientés silos internes et autre chose. Moi, j'ai pas du tout la réponse. La seule début de réponse que j'ai, c'est comme on l'a fait chez Manutan. On l'a vraiment fait en travaillant sur la marque. C'est un peu ce que disait aussi Benoît. C'est qu'on a vraiment essayé de réfléchir. Notre marque, nous, on est un peu la redoute du B2B. Donc, vous voyez à peu près le danger qui s'expose à nous. Et parce que toutes les équipes très focalisées sur le catalogue, etc., on a 50 ans l'année prochaine. Donc, on va dire qu'on a fait 40 ans de notre histoire à construire des catalogues, donc ça ne se change pas du jour au lendemain. Et on a vraiment travaillé sur la marque et on s'est vraiment dit finalement c'est quoi notre métier, qu'est-ce qu'on veut apporter aux clients, c'est quoi nos éléments de différenciation, etc. Et ça a énormément aidé à penser beaucoup plus client, à penser beaucoup plus expérience client. Alors ça révolutionne pas tout du jour au lendemain, c'est pas magique, mais au moins on a quelque chose de très fort sur lequel on peut se rattacher au quotidien pour mener les diverses transformations et s'assurer que les différentes réorganisations, puisqu'on est comme tout le monde, on se réorganise tous les 2-3 ans, aillent vraiment dans le bon sens, quoi. Ok, donc je vous propose qu'on passe sur le sujet suivant. On aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet-là, évidemment. Alors oui, sur les terminaux, il y avait un petit clin d'œil quand même. Il y a l'Apple Watch qui est sorti. Alors est-ce que on va, on parle de réseaux sociaux, est-ce que demain on va faire du e-commerce depuis l'Apple Watch? Oui, on va en faire forcément. À un moment donné, il y aura toujours des propositions de valeur sur le Apple Watch et on pourra très bien acheter, je sais pas, faire son jogging, avoir chaud et puis commander un coca au kiosque du coin pour peu qu'il soit équipé d'un terminal ou d'un serveur. Oui, pourquoi pas, mais ça restera à mon avis pas forcément majoritaire. On n'achètera pas des fringues sur sa montre en tout cas. On va attendre un peu, je pense, avant que le premier site coupe sa version desktop et coupe sa version mobile pour faire uniquement de la 100% Watch. Ah, c'est un positionnement différenciant pour le coup. Ah, c'est vrai. Alors, juste pour rigoler, par contre, il y a quelques sites qui commencent à couper la version desktop. Il y a un site indien qui a fait ça, qui faisait 95% de son CA via mobile, qui a coupé la version desktop parce que c'était des frais. Donc, je ne sais pas si c'est une tendance lourde à l'avenir, mais bon. Sur l'Apple Watch, j'y crois pas personnellement. Pour les notifications éventuellement de commandes et tout ça, ça sera lu, ça c'est pas de souci. De la commande sur l'Apple Watch, on a encore un peu de temps quand même. Juste pour rebondir sur ce que disait Martin sur la marque, je sais pas si vous avez vu, mais Carrefour, je sais pas à quel âge a Carrefour exactement, mais ils ont créé, avec la nomination de M. Parizeau, ancien de chez Vente Privée, pour la première fois dans l'entreprise, une direction client. Donc je sais pas, depuis, il n'y avait pas de direction marketing client, il y avait une direction marketing produit, on sait acheter, on sait faire des hyper, on a une DSI, mais il n'y a personne qui parlait du client. Donc je rejoins tout à fait l'idée qu'autour de la marque et de sa relation avec l'enseigne dans sa globalité, en tout cas le client avec l'enseigne, il y a un sujet. Et sur peut-être l'Inde et sur l'Asie du Sud-Est et compagnie, en fait il y a aussi des sujets qu'on ne comprend pas en tant qu'Européens qui avons des pays qui sont relativement développés avec des infrastructures techniques bien développées, c'est que beaucoup d'endroits dans le monde on accède à Internet uniquement par les airs
parce qu'il n'y a pas de fibre optique, il n'y a pas forcément de cuivre torsadé jusqu'au domicile des gens, et donc les gens ont découvert avec la 3G, la 4G, pour la première fois dans leur vie, l'Internet, et ils le découvrent sur des petits écrans. Donc on les comprendra pas, parce qu'on a eu le confort de vivre avec des desktops. Notamment, je crois, avec quelqu'un de chez Altima dans la salle, ils ont ouvert un bureau en Chine et ils disaient qu'ils ont eu besoin de 3 à 4 ans pour se déculturer et apprendre à naviguer et à faire du web comme les Chinois. Donc voilà, c'est une nouvelle langue, mais très très loin. Et il y en a encore une autre, c'est tout ce qui se passe en termes de low-tech en Afrique aussi, qui est premier sur les paiements mobiles, qui fait vraiment beaucoup de boulot, notamment via Orange en Afrique. Tellement qu'il y a des équipes de Orange qui vont, je me souviens plus, je crois que c'est au Kenya, des équipes de Orange France et Europe qui vont au Kenya voir des équipes d'Orange au Kenya pour apprendre sur le paiement mobile, sur les comptes mobiles, pour voir ce qu'ils peuvent importer en termes d'usage plutôt que de technologie, puisque la technologie c'est à base de SMS, bas débit, des choses comme ça principalement. Je voulais juste partager avec vous quelque chose que j'ai vu, c'est le New York Times, je crois, c'est cette semaine, a coupé l'accès en interne au site internet pour forcer ces journalistes à aller sur mobile, pour qu'ils commencent à se dire ok, on fait pas des articles là-dessus. Donc, je trouvais ça l'exemple intéressant pour créer aussi le change en interne. Ouais, donc j'ai bien noté que vous voulez absolument pas parler de l'Apple Watch. On veut la gagner, c'est Donc, non, voilà, par rapport à ça, la seule chose que je pense que vous avez raison, on n'imagine pas des usages de folie. Par contre, ce que je pense intéressant dans l'annonce d'Apple, c'est la nouvelle façon d'interagir. Et c'est là-dessus qu'Apple innove souvent. C'est eux qui ont introduit réellement sur le marché, c'est pas les inventeurs, mais c'est eux qui ont réellement introduit sur le marché le multitouch. Et aujourd'hui, il n'y a pas un smartphone et ça a changé la façon dont on navigue dans les sites. On navigue, on n'interagit pas pareil avec un site qu'on touche qu'avec un site sur lequel on clique. Et là, ils introduisent avec l'Apple Watch, et ça va, d'après les dernières news, ça devrait aussi arriver sur les smartphones, la notion de sensibilité à la pression. Et je me dis que ça aura un impact en termes d'expérience utilisateur. Bon, pas forcément. Non, mais en plus, je crois que ça existait déjà. Mais oui, ça va rajouter de l'interaction à certaines machines. Et il faudra aussi un temps d'apprentissage pour que les gens l'apprennent. Mais fondamentalement, je pense pas que ça change grand-chose. Je suis désolé de te dire ça, François. Mais, tu vas la revendre, juste un petit point. Je sais pas si vous vous rappelez de la première pub Apple pour l'iPhone. C'était un mode d'emploi de l'Apple. C'était pincé, c'était slidé. On voyait qu'une main qui touchait le téléphone. Donc aujourd'hui, on se dit c'est intuitif, mais ça veut rien dire. Hein, pour les gens qui font de l'ergonomie, ils le savent très bien, ça veut rien dire intuitif. Ce qui est intuitif pour moi ne l'est pas pour toi. Et naturellement, ils ont payé par une pub télé la pédagogie d'utilisation de leur téléphone pour que vous n'ayez pas l'air stupide la première fois que vous allez chez votre revendeur de téléphone et vous puissiez frimer devant les copains très rapidement. Donc il y a vraiment ce sujet de payer la pédagogie d'apprentissage, chose qu'on dit souvent sur les codes dans l'ergonomie des sites. Le panier est en haut à droite, si tout le monde fait comme ça, quel coût je devrais investir moi pour le mettre en bas à gauche? Aucun intérêt si ça crée pas de valeur. Donc là on était sur un sujet naturellement la navigation sur mobile. Moi j'avais un HTC Touch avec stylet, donc moi j'ai vu la différence du jour au lendemain. Mais naturellement, il y a quand même un coût, un investissement qui est lourd, donc on ne sait pas qu'est-ce qui finalement apparaîtra. Les enfants démontrent le contraire. Pardon ? Les enfants démontrent le contraire. Oui, mais les enfants, ils font du mimétisme avec les parents. Hein. Moi, je peux vous assurer qu'un enfant, il apprend par copie-coller, donc il n'a pas la pub Apple, il regarde ce que font maman et papa. C'est pas si intuitif que ça pour les enfants. Ils se contentent de vous regarder, ils apprennent à marcher en vous regardant, ils apprennent le monde qui les entoure en regardant. Donc c'est du mimétisme. Nous, on avait besoin d'une pub télé pour apprendre. Hein. Ouais, alors moi je suis pas d'accord. Je suis d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec mes confrères. Moi je pense qu'aujourd'hui justement le consommateur, lui, il apprend tout seul et il va très vite. Et d'ailleurs, on se rend bien compte que les usages des consommateurs sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus développés que ceux que les marchands peuvent proposer aujourd'hui. Donc je reviens toujours au truc. Aujourd'hui, quand est-ce que justement les marchands vont appréhender autrement qu'en termes d'outils ce qu'ils doivent proposer aux consommateurs? Aujourd'hui, le consommateur va beaucoup plus vite,
L'Apple Watch, on est là en train de se poser la question de savoir si on va acheter ou pas, mais on s'en fout, c'est le consommateur qui va nous le dire. C'est lui qui va nous dire demain ce qu'il va pouvoir faire. Je crois qu'il y a une question dans la salle. C'est juste une remarque. Aujourd'hui, l'Apple Watch, on a besoin d'avoir le téléphone à portée de main. Donc pourquoi m'embêter à aller chercher sur mon Apple Watch alors que dans la poche j'ai le téléphone? Par contre, je pense que sur les montres connectées, le vrai avenir, ça va être avec les montres avec puce à l'intérieur, avec une SIM à l'intérieur, où là on pourra être complètement indépendant. Mais en tant que consommateur, quel intérêt j'ai de m'embêter sur un écran qui va faire 2 pouces alors que dans la poche c'est un objet de mode. Vous allez le prendre pour la mode. Excusez-moi. Le nombre de fois où j'utilise mon iPhone à 2 mètres de mon Mac 23 pouces, je pense qu'il n'y a pas de rationnel là-dedans, quoi. Je pense, franchement, hein, c'est... Mais la sanction, elle viendra du consommateur. C'est vous achèterez ou vous achèterez pas. Et il y aura de nouveaux produits qui s'adopteront. En fait, la question, elle est posée dans le mauvais sens. C'est-à-dire, c'est pas pourquoi ils vont le faire, c'est s'il y en a qui le font, comment, en fait, moi, en tant que marchand, je suis capable de l'exploiter. C'est plutôt ça. Est-ce que c'est un service à proposer? Parce qu'il y a des gens qui vont le faire. C'est comme les Google Glass. Moi, quand je présente des vidéos sur les Google Glass, alors aujourd'hui, c'est moins à la mode, mais je présente des vidéos là-dessus à des groupes comme Système U ou des choses comme ça. Les mecs qui sont pas dans le web, aux achats et tout ça, ils rigolent parce qu'on a l'air d'un con avec ces Google Glass, honnêtement. Mais je leur dis, bah ouais, mais si vous avez des gens qui viennent demain avec ça, l'idée, c'est pas que vous allez pas avoir la petite grand-mère qui va venir avec ça, mais s'il y a une partie de la population qui vient avec ça et si ça se développe, eux, ils vont demander des usages. Est-ce que vous êtes capable de les proposer avec une expérience enrichie ou pas? C'est pas forcément rationnel, mais s'il y a ces usages-là, comment on les exploite? Ouais, en tout cas, la question de qui drive les évolutions, les innovations, c'est une question intéressante. Ce que tu dis, Richard, c'est que c'est les consommateurs, c'est que c'est les usagers, mais les usagers, les internautes, ils apprennent avec un modèle. Je suis assez d'accord avec ce que dit Raphaël, et ce que je crois, c'est que dans le e-commerce, il y a quelques modèles clés, et en particulier, je pense qu'une boîte comme Amazon structure énormément notre marché. Il donne des habitudes de service. Non, Amazon, il propose une expérience. Amazon propose une expérience. Jeff Bezos a réfléchi de cette manière-là. À aucun moment, il est dans une autre démarche. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a plein de services. Moi, la première fois où j'ai vu KakaoTalk, qui est un instant messaging, je me suis dit, mais à quoi ça sert? Et aujourd'hui, c'est utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs, millions d'utilisateurs. Si on prend WeChat, c'était pareil. Aujourd'hui, c'est plus de 450 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, il y a un moment donné, c'est arrêtons d'imaginer sans arrêt les trucs. Il y a aujourd'hui énormément de startups qui lancent des innovations. Certaines d'entre elles marchent, ne marchent pas. Celles qui ne sont pas bonnes, elles seront écoulées. Peut-être que l'Apple Watch sera dans cette situation-là. Mais à côté de ça, il y a des vraies tendances qui se développent. L'instant messaging, c'est quelque chose de fond. Tous les jeunes l'utilisent. Voilà. Et là, il y a des vraies opportunités pour les marchands. Donc, je pense que la question, elle est moins de réfléchir en termes d'outils, de machin, etc. C'est aujourd'hui, comment les gens l'utilisent. On le voit sur l'Indonésie, on le voit sur l'Asie, où ils sont effectivement tous mobiles. La question, c'est là, comment ils sont mobiles, disons, s'ils sont mobiles ou pas. C'est qu'est-ce qu'ils utilisent comme plateforme pour communiquer les uns avec les autres. Et comment ils le font d'ailleurs. Est-ce qu'en France, Richard, il y a des gens qui utilisent WhatsApp pour la partie... Oui. Aujourd'hui, tu vas être plutôt sur Skype, tu vas être plutôt aujourd'hui, on est très en retard par rapport. Il n'y a aucun marchand qui propose un service client via WhatsApp aujourd'hui en France. Pas encore. Pas à ma connaissance. Racheté par Facebook, 800 millions d'utilisateurs, des milliards de messages dans tous les sens. Il y a des forfaits en France qui nous permettent les SMS ne coûtent rien. WhatsApp, c'est un carton en France. Hein. Ouais, ça fonctionne, mais je veux dire, c'est... Disons, aujourd'hui, il y a WeChat, WhatsApp, qui sont absolument les mêmes services. À un moment donné, lorsque justement, c'est des services qui se propagent très très vite. C'est-à-dire que WhatsApp, aujourd'hui, a très peu pénétré en Europe, mais qu'est-ce qui l'interdit? Je veux dire, c'est une question de temps. Ça va aller très vite. À un moment donné, tu vas te dire, Skype, c'est sympa, mais c'est old school, il y a encore de la publicité merdique dedans, alors que dans WhatsApp, tu peux... booker ton taxi via Uber, tu peux envoyer de l'argent à ton voisin, tu peux réserver ta chambre d'hôtel, etc. Skype aujourd'hui, je suis désolé, on est encore old school, ça fait pas grand chose à part communiquer à 10 personnes en même temps avec peut-être les vidéos en tant que telles. Ça va pas plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des services qui sont en train de se développer, des plateformes qui sont en train de se développer, qu'il faut impérativement regarder, pas parce que simplement elles sont fonctionnelles, mais parce qu'il y a vraiment des millions de gens dessus, et que finalement c'est ça qui drive, c'est ce qui booste ces boîtes-là. On le voit avec moi ce qui m'étonne souvent quand je discute avec les Américains, parce que la Silicon Valley reste aujourd'hui le cœur de l'écosystème, mais
parlent jamais de la Chine. La Chine les intéresse pas. Et quand on est en train de leur montrer en fait, ils ont découvert Alibaba quand la cloche du NICE a sonné. C'est juste hallucinant. Quand on voit aujourd'hui les chiffres d'Alibaba, on se dit, mais moi-même, à chaque fois, je disais, quand on a fait la petite étude dessus, je me disais, mais attends, on s'est planté là, il y a des chiffres en trop, c'est pas possible, c'est dans quel univers on est? Et non, c'est ça. C'est exactement, tu te dis, merde. Aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder justement les services qui sont adoptés de manière massive, et concrètement, on se rend bien compte qu'ils ne sont pas aux États-Unis. On le voit avec Twitter, c'est un échec total. Ça fait 2 ans que nous, on dit... Mais Richard, juste, tu parles de culture globale au final, parce qu'il y a aussi ce problème-là, c'est que culturellement on a un ancrage, on a parlé des opérateurs télécoms qui ont eu énormément d'influence sur la manière dont on utilise nos téléphones. On peut penser aux QR codes, par exemple, qui n'ont jamais percé, alors que c'est un pur carton en Asie, parce qu'on voulait les taxer. En Europe, on a voulu les taxer, on voulait faire payer le coût d'un SMS à chaque fois qu'on flashait un QR code. Le code en Asie, c'est un petit peu au Japon, quoi. Après, non, moi, je parle de 2006-2007, je connaissais une boîte qui a enregistré 100 millions ou 200 millions de flash par mois sur des magazines. Alors, c'est les ados qui faisaient ça, pour avoir la vidéo de leur chanteuse thaïlandaise ou vietnamienne, ainsi de suite. Donc, à l'époque où nous, on était encore au GPRS et ainsi de suite, ils étaient déjà sur des usages sur mobile, comme je dis, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas d'infrastructure. Donc, je pense qu'il y a quand même un ciment culturel local sur laquelle on rajoute une surcouche globale qui par exemple Amazon, qui pourrait être Alibaba peut-être un jour, mais il n'empêche qu'il faut quand même s'inscrire dans des usages locaux. La Chine, c'est pas l'Europe, les États-Unis, c'est pas l'Europe, on le voit très bien, et je pense que la FEVAD le voit avec l'Union européenne qui essaye de pousser pour un commerce global, sauf que bizarrement, il y a encore des frontières, et elles sont pas forcément que politiques, elles sont aussi culturelles, elles sont aussi liées aux acteurs. Non, mais c'est pour ça que moi, ma remarque, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, il y a des usages qui changent très très vite, et que lorsque on écoute les marchands, on entend parler toujours d'outils. On ne parle pas d'expérience. Je reviens toujours au même truc. Par contre, sur WhatsApp, moi je suis pas d'accord avec toi, Richard. Aujourd'hui, c'est déjà hyper utilisé en France. Sauf que c'est pas utilisé par les groupes de population qui sont aujourd'hui décideurs. Et en fait, c'est ça qui est bizarre. Moi, personnellement, j'utilise un peu. Je viens de regarder, j'ai 20 000 messages échangés. On s'en rend pas compte, mais on échange beaucoup plus que par SMS. Et moi, je suis pas dans le cœur de cible de WhatsApp aujourd'hui en France en plus. Donc, j'imagine qu'il y en a qui sont à des centaines de milliers de messages envoyés, quoi. Parce que ça discute tout le temps. Exactement, c'est les clients de demain. Donc, si on est positionné aujourd'hui, on peut les éduquer et tout. On peut apprendre d'eux, on peut proposer de nouveaux services. Il faut arriver à proposer des services qui répondent à leurs attentes. C'est apprenons des consommateurs. Une question. Je vais essayer de parler très fort. Alors, moi, je suis une future e-commerçante dans quelques mois. Je suis sur le marché de l'algorithme, de la marketing et de la design. Alors, sur mes îles, il faut savoir que tout ce qui est forfait téléphonie est encore très cher. Je vous donne un exemple, j'ai un forfait fixe illimité avec seulement 2 gigas d'internet et je paye 80 € par mois. On a encore énormément de gens qui payent des forfaits à 50 € et donc 2 heures, très peu d'internet. Et du coup, WhatsApp s'est très vite développé. On n'utilise pas du tout Twitter, on est très Instagram, mais l'outil qui fonctionne le mieux, c'est WhatsApp. Et du coup, on a de plus en plus de boutiques ou de petits e-commerçants qui utilisent WhatsApp comme un outil de relation clientèle. Donc, je rebondissais juste sur ce que vous disiez, sur le fait qu'il y a des spécificités pour chaque marché, ce qui est totalement le cas pour les Antilles, parce qu'on a 8000 km et qu'on a un problème sur la téléphonie où ça coûte cher, où on n'a pas encore la 4G, où les textos gratuits, ça fait pas très longtemps. Donc du coup, comme WhatsApp, c'est une application qui ne consomme pas énormément en Internet, donc du coup, c'est utilisé. Et on voit aujourd'hui, les clientes, elles apprécient de pouvoir envoyer rapidement un message en demandant est-ce que la pièce est disponible, est-ce que je peux venir la chercher, est-ce que je peux la réserver. Et WhatsApp est en train de devenir un vrai phénomène chez nous parce que, avec la viralité, etc. Donc on parle de communication. Je propose donc qu'on parle du sujet suivant qui est, j'ai trouvé ça vraiment super cette discussion. Je regrette juste de vous avoir dit qu'on n'était pas obligé d'être d'accord. Je propose de changer le mode d'emploi, on va tous être d'accord. Donc un sujet éminemment lié par rapport à WhatsApp, c'est les réseaux sociaux. On a beaucoup fantasmé sur le lien entre les réseaux sociaux et le e-commerce.
le Mark Zuckerberg avait dit que pour lui, l'application sur laquelle, s'il n'avait pas développé Facebook, là où il aurait aimé investir, c'est sur du e-commerce connecté. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce secteur? Peut-être Bazaar Voice, Camille? Oui, c'est vrai que nous, on a remarqué avec Bazaar Voice que maintenant, les utilisateurs, ils avaient un accès à un nombre d'informations qui était assez hallucinant et on voulait essayer de guider en fait nos clients, que ce soit marque ou retailer, comment avoir la bonne information sur mon site et où aller la chercher, notamment les réseaux sociaux. Donc, d'une, voilà, on parlait des avis, bon, là, on les aide à générer du contenu. On modère le contenu, évidemment, pour pas avoir des problèmes d'authenticité qu'on a vu les dernières années. Et après, une fois qu'ils ont son contenu sur leur site, c'est comment aller les poster sur, on a parlé du mobile tout à l'heure, mais aussi donc Facebook, mais que ce soit assez ciblé. Et on s'est rendu compte aussi que pour nos clients, si je prends dans des marques, il y avait sur les réseaux sociaux énormément d'informations, comment les récupérer. Donc là, je parle plus d'avis en termes côté technique en détail, mais je parle des photos. Quand on prend par exemple une marque comme Clinique ou même Clarks, où ils ont un nombre hallucinant de photos sur du Instagram, du Pinterest, du Facebook, du Twitter, comment aller récupérer ce contenu. Donc maintenant, ce qu'on fait, parce qu'en fait, on s'est rendu compte, quand vous allez sur un site, vous restez 5 secondes, vous allez retenir le prix et l'image. Et donc du coup, c'est quelque chose de très, on a évidemment très pragmatique, l'avis produit sur les informations techniques, mais on a ce côté un peu émotionnel on aime bien retenir l'image et on aime bien s'identifier. Donc du coup, on va maintenant chercher les photos sur tous ces réseaux et on peut les afficher donc, sur le site de la marque. Et moi ou chaque utilisateur, on se reconnaît beaucoup plus dans quelqu'un qui a par exemple acheté une robe qu'il apporte soi-même qu'une top modèle qui a été retouchée ou une photo très, sans émotion en fin de compte. Et donc on se rend compte que pour nos clients, que ce soit marque ou aussi retailer, comment aller chercher l'information sur les réseaux sociaux, l'utiliser à bon escient et aussi la modérer, parce que quand on va chercher des photos et on peut retrouver des milliers, des millions de photos, d'avoir une équipe qui modère, d'être sûr que l'image qu'on va afficher soit bien en relation avec le produit qui va être là et qui va aussi au niveau de l'image de la marque. Quand on parle par exemple des petits bateaux ou sur, on avait je sais plus quel exemple, mais sur les enfants, il faut faire très attention comment utiliser en fait les informations qui sont sur les réseaux sociaux. Quelques chiffres si tu veux là. Avis client, mobilité, réseaux sociaux. Donner un avis sur un site marchand, ils sont 39% de personnes à l'avoir fait dans les 6 derniers mois. 39% des... Donner un avis. Hein. En revanche, rechercher des avis, des commentaires, 53%. Oui, enfin, je crois qu'il y a même des chiffres plus... Après, il y a utilisé son mobile en magasin pour m'orienter dans les rayons, comparer les prix, consulter les avis clients. Alors, ils sont près de 30% à utiliser le mobile en magasin pour notamment rechercher les avis et consulter les caractéristiques d'un produit. Et puis 23% pour utiliser le mobile pour interagir sur les réseaux sociaux à l'occasion d'un achat. Ils consultent ta page Facebook par exemple, ils consultent les avis, ils mettent un commentaire, ils postent une photo en magasin de ce qu'ils sont en train d'essayer pour partager avec leur réseau. Et c'est vrai que, on parlait tout à l'heure de l'expérience client, je pense qu'aussi à l'heure actuelle, il y a énormément de partenaires. Et par exemple, si je prends Bazaar Voice, mais ça peut être quelqu'un d'autre, de s'entourer d'un bon écosystème. Je peux parler par exemple d'Internet tout seul ou d'autres, mais de savoir où on peut en fait injecter du contenu qui va être utile à l'utilisateur. Il y a énormément de possibilités. Et aussi avoir des partenaires à côté. Par exemple, on a des partenaires qui vont faire du A/B testing, enfin voir comment optimiser un site ou comment on peut voir l'impact de la vie, où il doit être placé, à quel moment l'utilisateur va aller le lire. Il y a tout plein de recherches et nous, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir cet écosystème, de travailler ensemble pour démontrer à nos marques, à nos e-commerçants, l'impact de la vie et maintenant l'expérience client, en fin de compte, doit être au centre de l'organisation. L'un des points qu'on observe aussi, c'est en termes de ranking, c'est qu'avant, quand on commentait un marchand, c'était pour dire je suis pas livré, vous faites chier, le produit n'est pas de la bonne couleur, etc. Ce qui est en train de changer en ce moment, c'est qu'on est en train de donner des avis positifs. Uber, Airbnb, si vous prenez justement tous ces nouveaux services, aujourd'hui vous amènent non plus à donner une mauvaise note, mais à donner une bonne note. On rentre dans un nouveau changement, et ça c'est vraiment une tendance qu'on observe. Et justement, moi ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir comment les commerçants vont réussir à s'approprier ces avis positifs. Quand hier, c'était justement, je crois que chez Edelweiss, vous faites pas mal de chats communautaires où justement c'est les clients qui se parlent entre eux à propos des produits. Je vais peut-être te laisser la main.
le micro. Oui, c'est vrai qu'avec le community, donc la possibilité de laisser les utilisateurs et les clients parler entre eux pour échanger leurs expériences sur les produits. Pour recruter cette communauté, donc c'est une communauté quand même assez fermée, on essaye vraiment d'avoir une sélection à l'entrée pour ne pas laisser n'importe qui pouvoir être représentant de la marque au final. Donc il y a tout un process de sélection qui est mis en place jusqu'à une lettre de motivation, pourquoi voulez-vous parler en notre nom, nous aider, etc. Et ça marche très très bien, mine de rien. Il y a beaucoup de personnes qui, mais des centaines et des centaines, je vais prendre un exemple, un client, le Petit Vapoteur, qui est un des leaders de la cigarette électronique sur Internet, qui a récolté des centaines de candidatures. Donc tout un process de sélection, les personnes ont été sélectionnées. Et c'est des personnes qui ont été recrutées soit depuis le groupe Facebook, pour avoir identifié des personnes qui sont dignes de confiance, compétentes et vraiment fans de la marque aussi. Ça va très loin, des personnes qui disent grâce à vous je suis sorti du tabagisme, ce genre de choses. Et qui se sentent dans un certain sens, c'est quand même une marque assez affinitaire, et qui se sentent un peu redevables, et du coup qui ont envie d'aider à faire prospérer cette communauté. Et donc ces personnes-là, tous les soirs, j'ai quelques chiffres aussi par rapport à ça, on avait mené une étude CCM, donc 38% des consommateurs se disaient prêts à aider, à participer à cette communauté s'ils étaient en quelque sorte incentivés. Et parmi eux, 81% d'entre eux étaient prêts à le faire de façon hebdomadaire et 18% de façon journalière, vraiment se connecter tous les jours. Et aujourd'hui, on voit certaines personnes, ils échangent entre eux, ils sont là, où sont les clients, ça fait depuis 20 heures que je les ai pas vus, et regarde le commentaire, il est 22h30 et personne a passé 2h30 de son temps libre à aider d'autres personnes de la communauté du site du Petit Vapoteur. Et c'est des comportements qui, j'étais un petit peu sceptique, comme beaucoup de personnes je pense à la base, mais il y a tout un aspect aussi gamification, les gens se sentent vraiment conquis par les différents badges qu'ils peuvent gagner, par des invitations qu'ils peuvent recevoir pour des événements, par des goodies, par des produits, des échantillons. Et il y en a sur Facebook qui sont en train de poster leurs badges justement qu'ils ont gagnés grâce au chat communautaire et qui se sentent fiers et qui partagent toutes ces expériences. Et pour moi, les réseaux sociaux vont permettre justement aux marques d'aller puiser dans leurs meilleurs utilisateurs, leurs ambassadeurs, pour pouvoir monter encore d'un cran et à la fois donc, permettre à leurs vrais conseillers professionnels de se concentrer plus sur des tâches techniques ou à forte valeur ajoutée et laisser la communauté s'accaparer tout l'aspect recommandation de produits, parce qu'au final, bien souvent, les consommateurs sont plus au courant et plus experts sur les produits que certains vendeurs. Je pense de manière générale sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de bruit. Maintenant que ça décante un peu, déjà, les gens découvrent qu'en effet il y a des business models derrière. Alors, je parle des réseaux sociaux, des plateformes qu'on connaît tous. Quand une marque découvre que sur Facebook on paye une fois pour avoir des fans, une deuxième fois pour pouvoir les adresser, c'est naturellement un sujet qui devient très embêtant. On dit tiens, j'aurais plutôt dû les balancer dans mon programme PRM, CRM, et au moins je pourrais les engager facilement par d'autres leviers. Bon. Ça, c'est pas les usages. Mais si je me concentre sur les usages, et je converge avec Richard sur la question des usages, en fait, on se rend compte qu'il marche de la proximité. Alors, même si le cas là, c'est de la gamification et l'ego, c'est de la valorisation de l'ego, et ça marche très bien dans le cas des communautés et des experts, mais il y a quand même le concept de proximité. Dans la proximité, on voit plusieurs choses. Alors, il y a la proximité avec la marque, il y a des marques qui sont du coup très affinitaires. La Redoute a fait refaire tout son catalogue avec des photos de gens qui se photographiaient avec les habits, donc c'est quand même génial de se dire je suis capable de refaire tout le catalogue de la Redoute avec des clients qui portent des habits et qui sont fiers et qui voudraient être dans ce catalogue. Une vraie expérience, un vrai rapport et une fierté de participer à cette aventure. Mais la proximité, elle souffre là aussi encore une fois de problèmes organisationnel, j'aurais tendance à dire. On le voit notamment dans les réseaux avec des boutiques physiques. On n'aime pas donner la main aux boutiques physiques. Or, c'est le point de contact avec le consommateur. C'est là la vraie proximité. Vous parliez de WhatsApp en Outre-mer. Moi, j'ai un petit frère qui est coiffeur, qui a son propre salon. Facebook, c'est un super outil. Il shoot tous les jours des photos des personnes qui se sont fait coiffer, qu'il a restylé, ainsi de suite. Ça marche du carton. Il est sur une petite ville de province, mais c'est son principal outil de recrutement de nouvelles clientes.
parce qu'il y a une vraie proximité, une sincérité qu'on a du mal à avoir naturellement avec ces comptes centrales, avec un community manager, avec des guidelines. Ils les achètent pas d'ailleurs, hein, et en plus elles habitent dans la ville, donc il y a une vraie logique de proximité qu'on a du mal à retrouver. Alors dans l'e-commerce c'est encore différent parce qu'on n'a pas ces points physiques, mais la proximité elle peut être sur le produit, sur l'affinité avec la marque. Et c'est ça qu'il faut arbitrer et arriver à animer naturellement pour être successful sur les réseaux sociaux, tout en ayant cette problématique naturellement de propriété de la donnée. Alors, en fait, du coup, moi ce que je pense c'est que les réseaux sociaux ça a mis en évidence qu'il y avait plein de marchands qui étaient des catalogues 2.0. C'est-à-dire qu'ils proposaient des produits à la vente, mais qui n'avaient pas l'expérience tout autour ou la cause, qu'on pourrait appeler, en fait, la raison d'aller chez eux. Et en fait, quand on voit sur les réseaux sociaux qu'il faut réécrire l'histoire, qu'il faut la travailler, qu'il faut proposer du contenu à valeur ajoutée autour, là ça peut marcher. Alors, en termes commercial, purement, pas vraiment, mais en termes de fortification de la marque, c'est des choses qui marchent bien. Si on arrive avec un catalogue et qu'on balance un lien vers des produits toutes les semaines sur Facebook, on va rien faire du tout, quoi. Il faut interpeller, quoi. Il faut interpeller, créer de l'envie, créer de l'échange. C'est simplement un outil technique qui permet de faire ça. Après, il faut vraiment soigner son contenu, l'interaction, il faut être libre dessus. Et je pense qu'il faut que ça soit fait par des seniors, effectivement, pas par des stagiaires qui vont pas amener de valeur ajoutée au truc, quoi. On a vu ce qui marchait pour pouvoir recueillir en fait toute l'expérience client, c'est le mail post-achat. En fin de compte, si vous achetez une télévision, 3 semaines après, vous allez avoir un mail. Bon, il faut que le mail soit bien fait. C'est pour ça que derrière, on a des équipes qui vont aider parce que souvent, quand nos futurs clients se disent c'est bien, on va avoir du contenu, mais ça ne savent pas trop comment le gérer, comment le collecter. Et c'est vraiment, ce mail fonctionne très très bien. Et derrière, l'utilisateur va avoir envie en fait d'aller déposer son contenu et de partager avec les autres. Et il n'y a pas que ça, c'est quand par exemple sur un retailer, moi je vais acheter une télévision Samsung, je vais avoir une question, et donc je vais poser ma question sur le site, mettons, Darty. Maintenant, on va donner la possibilité à la marque Samsung aussi d'aller répondre sur le site du retailer Darty. Donc ça a vraiment une ampleur aussi de réseau entre les marques et les commerçants, comment ils peuvent travailler ensemble et analyser ce contenu en fin de compte. Parce que moi, je suis un retailer, je vais vendre un produit, je vais avoir du contenu qui va être négatif, je vais le faire remonter à ma marque qui va peut-être pouvoir améliorer le produit. Donc c'est vraiment cette idée de réseau, et notamment entre les marques et les commerçants. Je pense à un point aussi qui est important, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire des réseaux sociaux. Parce qu'il y a les sujets de service client, il y a les sujets de marque, il y a des sujets de croissance, de prospection, de pur et dur, de fidélisation, etc. Et je pense que nous, notre expérience, c'est qu'on est un peu parti là-dedans, en disant c'est génial, il y a plein de monde, tout le monde en fait. Donc on s'est posé la question du contenu. On s'est posé la question du contenu, donc on a dit ok, on vend des produits, quelle est l'histoire qu'on raconte. Et je pense qu'au final, ça revient toujours un peu à ça, quoi. C'est quelle est l'histoire qu'on va raconter aux clients. Ça rejoint la discussion sur l'app. C'est au final, ils sont là, mais maintenant ils sont plus captifs, c'est eux qui ont un peu le pouvoir, donc la question elle est vraiment au fond là-dessus. Et nous on se pose des questions métaphysiques sur oui, alors Facebook c'est le côté perso, nous on est B2B, on est pro. En fait les clients ils se posent pas du tout ça. Si ça les intéresse, ça les intéresse. Si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas, point final. Et je pense que la question de fond elle est vraiment là-dessus. Et je pense que nous d'expérience, l'usage purement transactionnel, il marche pas absolument pas. Par contre, essayer de créer de l'engagement sur la marque, là il y a des choses vraiment très intéressantes à le faire. Et du coup, en B2B, il y a des expériences connues en B2B Alors, nous, on est très peu actifs parce qu'on n'a pas trouvé la formule franchement gagnante. On réfléchit un peu plus. C'est des réseaux pro ou Les deux, c'est un peu les deux, mais très sincèrement, on a beaucoup de mal à créer des engagements forts parce qu'on n'a pas encore trouvé cet angle d'attaque qui va permettre de donner un contenu qui va être pertinent. En plus, on s'adresse à peu près à tous les types d'entreprises, donc il faudrait commencer peut-être à verticaliser un petit peu. Donc, on réfléchit un peu à la verticalisation du contenu qu'on pourrait donner, mais là-dessus, et en B2B, il y a peu de marques, en tout cas à ma connaissance, qui ont réussi à créer des engagements très forts. General Electric a réussi à faire des choses pas mal autour de leur... mais notamment pour travailler leur image de marque, et notamment après le rachat d'Alstom, etc. Ils ont beaucoup communiqué sur le Made in France et sur le fait qu'ils construisaient des
les beaux produits et tout ça. Aux États-Unis, c'est beaucoup sur l'innovation, donc ils touchent un peu le scientifique comme ça, mais il y a beaucoup moins de case study hyper forts en B2B qu'en B2C, en tout cas à ma connaissance. Ok. Donc, dernier sujet de cette table ronde, un sujet que Target Toussel n'en connaît pas tellement, la personnalisation. Donc, question, j'ai commencé par une question polémique. Est-ce que donc la personnalisation, c'est donc le fait qu'on va adapter le site ou le service qu'on rend à chaque visiteur? Un truc qu'on entend assez régulièrement, c'est que donc il y a un acteur dont on a déjà plusieurs fois parlé qui a un peu inventé ce sujet, c'est Amazon. Et on entend souvent qu'Amazon ne fait pas du bon boulot sur ce sujet. C'est-à-dire les recommandations que fait Amazon ne sont pas de bonne qualité. Alors Amazon fait-il du bon boulot ou du mauvais boulot sur niveau reco? Juste rapidement, moi je trouve qu'effectivement ils ont vachement montré la voie, ils ont pris beaucoup d'avance là-dessus, et c'est vrai que quand on va sur Amazon, sur le site essentiellement, puisque sur les applis, moi je n'utilise pas les applis, mais on a des recommandations qui sont très personnalisées par rapport aux achats qu'on est en train de réaliser. C'est vrai qu'il y a des compléments qui sont bien proposés, mais par contre il y a aussi des choses des fois qui sont aberrantes, où on se rend compte qu'on achète quelque chose et puis derrière ils nous proposent la même chose lors de la navigation suivante. Donc il y a des choses bizarres qui se passent. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le site où c'est le plus évident, en tout cas, la personnalisation, puisque on voit vraiment clairement, il y a une navigation qui est personnalisée en fonction de ce qu'on a acheté, de ce qu'on fait. Et c'est vrai que pour le reste, ils le font peut-être mieux sur le livre, qui est leur métier d'origine. Oui, peut-être mieux sur le livre, parce qu'on va pouvoir découvrir les auteurs, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est intéressant pour le coup, ça fait penser à Spotify, des services comme ça. On a vu, et je pense, en fait, c'est vraiment lié aux produits aussi. C'est vrai qu'il y a des produits où il est beaucoup plus facile de faire de la personnalisation, le livre, le cinéma, etc. Un domaine, moi, où je m'interroge beaucoup, c'est la mode, puisqu'aujourd'hui, moi, je ne connais pas de site qui est capable vraiment de faire des recommandations fines, intelligentes et vraiment pertinentes sur la mode. Et on parlait de Spotify, justement, où là, effectivement, pour le coup, c'est impressionnant de voir qu'ils sont capables de proposer des... Alors, on peut écouter Spotify des heures et des heures, des jours et des mois sans jamais se passer parce qu'on a sans arrêt des nouveautés qui arrivent et qui sont bien. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je perçois. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que tu dis. Pour moi, par exemple, sur Amazon, c'est pas un moteur de découverte. Au contraire, ça m'enferme. Si j'achète un auteur, ça va me proposer des bouquins du même auteur et tout ça. Au contraire d'un moteur de recommandation comme Spotify ou YouTube, où là c'est vraiment poussé, tu as de la découverte. Là, c'est de la découverte. C'est la première étape quand même de découverte sur Amazon. Et pour moi, c'est un peu le danger aussi parfois des algorithmes, c'est de t'enfermer parce que tu as aimé A, tu vas aimer B, et du coup, on te propose que ça tout le temps, et ça doit rester un peu ouvert, quoi. Juste, on a fait une étude avec un panel représentatif sur la perso, et quand on demande aux gens spontanés, citez-nous des marques qui, d'après vous, personnalisent votre expérience, Amazon sort premier, sans aucune espèce. Il y en a très peu où c'est perçu. C'est le problème, c'est qu'en plus, il faut que les gens s'en aperçoivent. Si je vous envoie un courrier différent de celui de votre voisin, encore faut-il que vous ayez vu le courrier du voisin ou que le courrier soit tellement brandé Monsieur Fétic, Monsieur Fétic, Monsieur Fétic, on va se dire tiens, ils savent qui je suis, mais sinon on ne perçoit pas forcément. Donc c'est aussi une partie du boulot de professionnel, parfois de planquer la personnalisation, que c'est un impact positif sur les ventes, mais chez Amazon c'est marketé, donc ça devient un service et donc on en attend des choses. Et c'est pour ça que quand ils se plantent, on se dit le contrat n'est pas respecté. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, notamment sur la perso. On a discuté pas mal avec François et encore vendredi matin et une matinée dédiée à ce sujet-là. Moi, je retiens, et personnellement, mon expérience, c'est que, par exemple, on est premium avec ma femme et c'est le même compte. Donc, elle fait des achats, je fais des achats, il nous fait des recos et parfois, je découvre des achats qu'elle a fait et donc, du coup, naturellement, c'est totalement aberrant. Il me rend pas de service, il lui rend un service, mais parfois, je pense qu'elle a cette surprise. Donc, il y a... oui, non, mais ça va, on est un couple avec beaucoup de compréhension. Mais de manière générale, ce que je retiens, et c'était un problème qui existait déjà à l'époque quand on faisait du retargeting publicitaire, c'est le problème de gérer un individu, et la personnalisation sur Spotify est peut-être plus pertinente parce qu'on a notre compte et c'est pas le compte du voisin et on écoute notre propre musique. Alors qu'il y a certains services qu'on va utiliser à plusieurs, et donc déjà reconnaître un individu au sein d'une cellule familiale ou d'un foyer, déjà une complexité énorme, et pourtant c'est le cœur si on veut être pertinent. Moi je vais être un peu redondant. Moi je suis toujours pas clair sur l'objectif de la personnalisation. Qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est comme les apps, c'est comme les réseaux sociaux, tous ces super trucs, et moi je vais donner un peu le point de vue des marques. On voit tout ça, j'écoutais
attentivement Richard sur WhatsApp en disant ça c'est vrai qu'il a raison, puis on ne fait rien là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et ouais, c'est qu'un outil, et au final, voilà, comment ça s'intègre dans une stratégie, quoi. Et je pense que, voilà, enfin, moi, j'aimerais vraiment être capable de dire, ouais, moi, j'ai battu Amazon, ils sont vraiment pas terribles, mon moteur de recommandation là-dessus. Mais Amazon, c'est clairement pour doper leur chiffre d'affaires, quoi. Ils sont dans une logique où ils font pas de découverte. Enfin, ils font pas faire de la découverte, ou alors c'est de la découverte qui est très... Donc c'est un objectif de panier moyen et de conversion, et je pense que très honnêtement, le jour où il y aura quelqu'un qui pourra se targuer de dire quelque chose qui est meilleur qu'Amazon, bah, c'est pas encore demain matin. Après, c'est vrai que sur l'aspect découverte, recommandation, il y a des trucs fantastiques qui arrivent, notamment sur des analyses de personnalité, etc., notamment sur le livre, justement, pour être capable de comparer les styles et tout ça. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont arriver là, avec les nouvelles technos qui vont être assez fantastiques. Puis après, il y a effectivement l'aspect personnalisation de la relation, au sens je personnalise le courrier, je personnalise, je dis bonjour, monsieur Intel, quand il arrive, je le reconnais, etc. Et c'est aussi, bah, ça va là-dedans. Nous, on fait des trucs vraiment tout bêtes. C'est que nos clients de grands comptes, quand ils se connectent, on met leur logo dessus et on leur rappelle leurs conditions d'achat. Bah, ça, c'est quelque chose qui coûte rien. Mais par contre, les gens, ils sont super fiers d'avoir ça parce qu'ils ont un peu l'impression d'avoir comme un extranet ou quelque chose comme ça, et ça prend 2 minutes 30 d'aller sur Google Images, choper le logo et d'adapter pour le client. Et je pense que il faut, on parle forcément, on est invité par Target tout seul, et puis il y a un gros sujet business aussi quand même autour de ça, c'est de dire comment est-ce qu'on... Non mais business pour les annonceurs, pour toi aussi peut-être, mais non mais c'est vrai que c'est un gros business parce qu'on parlait de rentabilité, etc., de gagner quelques points de panier moyen à la fin de l'année, c'est juste colossal. Gagner quelques points de conversion vu le prix du trafic, c'est un enjeu qui est colossal. Puis après les enjeux de marque et qui sont à voir, mais je pense qu'il faut aussi segmenter un peu les objectifs, il ne faut pas tout mélanger à travers cette personnalisation. Il y a la personnalisation cross-canal, on en parlait tout à l'heure, de dire bon, bah, voilà, comment est-ce que je garde tout ça en passant d'un device à un autre, en passant du online à offline. Donc je pense qu'il faut faire un peu attention à pas tout mélanger. Sur les objectifs, je te rejoins un petit peu. D'ailleurs, on avait une discussion avec François là-dessus. On n'était pas vraiment d'accord. Évidemment, le spécial de la personnalisation, c'est lui. Mais en fait, c'est aussi sur les attentes des clients. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous, en tant que clients, les mêmes attentes de la personnalisation. Sur les bouquins, on va peut-être vouloir un auteur similaire. Moi, je veux des auteurs que j'ai jamais lus. Par exemple, je lis pas mal de bouquins de SA. J'ai dû passer 60 ou 70 commandes de bouquins chez Amazon juste sur cette catégorie-là. Il me propose des produits de la même catégorie, ça me va pas, c'est pas ce que je veux. Mais peut-être que quelqu'un qui va avoir acheté un bouquin, lui, il a juste besoin de découvrir les top-sellers là-dessus et ça lui conviendra très bien. Donc en termes d'attente client, sur la personnalisation, il y en a plusieurs axes. Donc je suis d'accord avec toi qu'il faut définir un peu sa stratégie. Qu'est-ce qu'on veut proposer aux clients? Est-ce qu'on veut élargir le choix? Est-ce qu'on veut augmenter le panier moyen de façon mécanique? Moi, je pense que au niveau performance pure, brute, CA, ça marche très bien le truc d'Amazon. Mais moi, ça me correspond pas. Oui, c'est un objectif de chiffre d'affaires, mais le client, lui, son attente, ça va être la découverte, je pense, plus. Et d'amener de la recommandation comme ça, de la fonction de découverte, ça va le fidéliser quelque part. Mais je pense que c'est différent. Je pense que c'est différent client par client, en fait. Peut-être qu'il y a plusieurs types de clients qui veulent différents types de découvertes. Sur la musique, peut-être qu'on veut de la découverte, mais sur l'e-commerce, je ne sais pas. Une remarque dans la salle? Oui, ça a tellement pas marché que t'en as quand même acheté 70 à 80 et probablement beaucoup par la perso. Ouais, mais j'en ai acheté à peu près 300 sur la même période en boutique physique. Parce que là, j'avais des conseils, des recommandations, des choses comme ça. Donc j'aurais pu en acheter encore beaucoup plus. Mais il n'empêche que c'était quand même pertinent d'un point de vue business. Non, c'était pratique. C'est parce qu'ils étaient là, et j'avais eu le titre et tout. En fait, le bouquin, je ne l'ai pas découvert la plupart du temps sur Amazon, et c'est ce que je reproche. Mais si on revient au sujet d'expérience, qui est peut-être on va prendre de la hauteur. La question, c'est qu'est-ce qu'attend le consommateur? Nous, dans l'étude qu'on a fait, il disait notamment la personnalisation, notamment sur les services, ça doit lui faire gagner du temps. Alors, ça veut dire tout et n'importe quoi. Hein. Ça veut dire personnaliser, par exemple, en enregistrant ma carte bancaire, ça me fait gagner du temps à la fin. C'est ce que j'attends dans l'expérience, notamment sur mobile, simplification. Faire gagner du temps, c'est aussi comprendre mon besoin.
Et comprendre le besoin, là pour le coup, je pense que c'est le graal de tous les moteurs de reco. C'est hyper complexe. On tape juste et on va être sur certaines attentes à un instant. En effet, primo-découvreur d'une famille de livres. Parfois, je suis juste en train de chercher des produits moins chers dans la même catégorie, donc on va me recommander des produits similaires et ça va bien marcher. Parfois, je suis pas du tout connaisseur de la famille et donc il faut me pousser la meilleure vente. Et naturellement, le sujet de la compréhension, et c'est là où on voit la limite de l'algorithme et de la machine par rapport à l'humain, l'humain il a la subtilité, en tout cas le bon vendeur, de savoir changer à tout moment son algorithme en fonction de la personne qui est en face de lui. Là où l'outil en ligne est encore parfois un peu monolithique, ou essaye naturellement de se rapprocher, mais n'aura pas toute cette subtilité du contexte, des 80% de communication qui passent pas par l'écrit ou par l'oral, qui sont le visage à grimace, tiens il vient de me dire ça, tiens je suis pas très à l'aise, j'ai l'impression qu'il essaie de me refourguer son produit qu'il a surstocké. Donc on a naturellement un sujet sur qu'est-ce qu'attend le consommateur, et le consommateur il attend, comme dit, gagner du temps, et gagner du temps pour moi c'est aujourd'hui surtout le comprendre. Mais le comprendre c'est vaste, hein. Des couples qui divorcent parce qu'ils se comprennent pas, il y en a plein, donc on peut se dire que c'est pas quelque chose d'inné, c'est un concept hyper compliqué, la compréhension. Pour le coup, on se rapproche du métier de Google, pour le coup, on se rapproche du métier de Google qui est de comprendre la requête du client, et quand il va taper café, est-ce qu'il va acheter du café, une machine à café et tout ça. Faire l'exposé sur les cafés. Et là-dessus, je ne sais pas si vous avez testé Google Photos, je vous invite à le tester, moi j'ai chargé pas mal de photos dessus. Il arrive à trouver des relations justement entre les photos qui ne sont pas marquées sur la photo. Par exemple, il va automatiquement pouvoir vous faire un tri par les photos qui comportent un ciel bleu, les photos de nuit, les photos où il y a des bâtiments, où il y a des gens, où il y a des animaux, où c'est de la forêt, où c'est des chutes d'eau, des choses comme ça. Et vraiment, je les photographe. Et tout ça, c'est pas des choses qui sont marquées sur la photo. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il y a des métadatas, je sais pas comment on peut appeler ça, il faudrait qu'ils nous disent, mais des informations non, parce qu'aujourd'hui, si c'est juste le clic d'intérêt, c'est un peu limité. Juste un petit chiffre pour dire que la perso ça marche pas. Hein. Le taux de transformation des sites, c'est pas forcément directement lié à la perso, mais bon, on voit que depuis 2013, là j'ai un historique de 2 ans, il n'a pas bougé, quoi. 2,1%, entre 2,1 et 2,5%. C'est-à-dire sur 100 visites, il y en a 2, quelques qui transforment. Voilà. 2,1 à 2,5, c'est pas mal la différence. Moi, je trouve que... Non, mais ça, ouais. je trouve alors d'abord la réaction par rapport à ça, c'est que ça a été dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a encore très peu de sites finalement qui personnalisent et qui personnalisent bien leur offre. C'est-à-dire il y a de plus en plus de sites qui utilisent des solutions de recommandation. Mais entre avoir une solution de recommandation installée et bien l'utiliser, il y a une marge. Je trouvais que la remarque tout à l'heure autour duquel vous tourniez, c'était qu'attendent les consommateurs. Mais c'est marrant parce que on peut vraiment avoir les deux points de vue, et il doit y avoir un endroit où ça se rejoint, mais c'est deux points de vue super différents. On peut se poser la question qu'attendent les utilisateurs et réfléchir en tirant la ficelle dans ce sens-là, mais on peut aussi se dire qu'est-ce qui fait que ça vend plus ? Et quels sont les leviers qui seront les plus efficaces en termes commerciaux. Et c'est deux façons de tirer l'histoire différente. Je voulais aussi rajouter un truc, il y a longtemps que je n'ai pas eu le micro, alors j'en profite. En fait, il y a forcément beaucoup de fantasmes autour de cette idée de personnalisation, parce que je pense qu'on est tous un peu bercés de ça, on voit de l'intelligence artificielle, et il y en a, puisque c'est bien un algorithme qui va déterminer quels sont les produits à recommander, donc on fantasme sur le niveau d'intelligence. Et je voulais, par rapport à ça, vous raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a 4 ans, à peu près, 4-5 ans je crois. C'est Netflix. Netflix, c'est donc pour eux la recommandation personnalisée, c'est au cœur de leur business. Ça représente, je n'ai pas le pourcentage, mais quelque chose de phénoménal. Sans perso, leur service serait énormément diminué. Et donc, ils ont développé leurs propres algorithmes, et ils avaient ouvert un concours, il y a de ça donc à peu près 4 ans, en disant celui qui proposera une technologie qui nous permet de gagner 10%, d'avoir un moteur 10% plus performant, et il va gagner $1 million, et puis on le mettra en œuvre évidemment. Et donc le concours était ouvert, une équipe allemande, je crois, a proposé une solution, a gagné le concours. Et donc ils ont reçu leur $1 million, ça c'est chouette. Et 1 an plus tard, Netflix a expliqué pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas en œuvre la technologie proposée par les Allemands.
Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que 10% c'est quelque chose de colossal, hein, gagner 10% sur un moteur qui fait peut-être 30-40% des clics sur Netflix, c'est donc quelque chose de complètement fondamental. Mais néanmoins, le coût technique, la complexité et donc la dette technique résultante qu'il aurait fallu investir pour mettre en place la technologie des Allemands aurait été finalement beaucoup trop cher pour rentabiliser l'opération. Et je pense que c'est quelque chose d'important à avoir en tête en fait, c'est-à-dire que on est en permanence en train de naviguer là-dedans, on essaye de faire des solutions les plus performantes possibles, mais on doit garder quelque chose de simple, quelque chose d'extrêmement évolutif, quelque chose de pilotable. Et c'est vite fait d'aller vers un délire technologique qui est un plat de... Enfin, on connaît tous en technique, hein, qu'on rapidement, à force de rajouter des petits trucs, on se retrouve avec un système qui n'est plus pilotable par personne. Moi, je voulais aussi un peu ramener le débat sur les gens qui gèrent tout ça, les compétences qui sont requises, qui sont toutes nouvelles, et je pense qu'on galère un peu tous à trouver les gens qui pilotent ça de manière assez intelligente. C'est un peu une question, je vous entends de la table parce que un peu votre avis là-dessus, parce que, encore une fois, je rebondis sur mon point d'avant, quoi, c'est mettre des superbes outils qui sont très intelligents, mais il y a quand même besoin un peu d'intelligence métier à un moment donné pour paramétrer et implémenter tout ça, et je voulais un peu avoir votre avis là-dessus. Je voulais dire autre chose, mais je peux répondre. Par rapport à ça, en fait, nous, on travaille pas. On a des clients qui travaillent beaucoup avec des outils d'A/B testing, et je vais le citer, mais il y a A/B testing notamment qui a maintenant des algorithmes de personnalisation intégrés. C'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps chez certains concurrents, et c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'en fonction du segment du visiteur, on peut personnaliser la navigation, on peut personnaliser l'offre. Et pour le peu qu'on ait des gens qui soient très techniques, on est capable vraiment d'aller très très loin, d'aller se plugger sur le CRM, etc., et de faire des propositions de valeur ultra fines. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, on se rend compte qu'en interne, chez les gens avec qui on travaille, les équipes sont pas du tout aptes à le faire, en fait. Souvent, alors pour les tests A/B, on a quelqu'un qui est le responsable UX ou le responsable optimisation, je sais pas quoi. En réalité, le responsable UX, il sait à peine manipuler l'outil et à peine mettre en œuvre quelques tests super simples. Et s'ils font appel à nous, alors c'est pas pour faire de la pub, mais en général, c'est pour pouvoir arriver à faire des choses un peu plus complexes, comme des tests sur du pricing, des tests sur des offres en bundle. Je me souviens très bien, on a fait un test très intéressant avec Prisma Press sur Prisma Shop pour en fait trouver le prix idéal, enfin le mode de vente idéal de leurs offres numériques, puisque pendant très longtemps, donc ils ont vendu du papier, puis un jour ils sont aperçus qu'il fallait qu'ils vendent aussi du numérique. Et la question c'est comment on fait pour vendre et du papier et du numérique à la fois. Et ça, on l'a fait justement avec des tests A/B, donc on a personnalisé différentes offres, on a vu ce que ça a donné, alors je me souviens plus de la réponse, c'était pas celle qu'on attendait en tout cas, mais la chose qui est, pour répondre à ta question, c'est qu'en fait en interne souvent, dans ces grosses structures-là, on n'a pas les ressources parce qu'elles sont trop complexes et surtout elles font appel à trop de compétences à la fois. En fait, quelqu'un qui doit faire la bonne personnalisation, alors en tout cas pour les tests A/B, c'est quelqu'un qui doit avoir un bon sens marketing, un bon sens ergonomique, un bon sens du design, un bon sens de la technologie, parce qu'il faut savoir intégrer les tests en HTML, CSS, et c'est vrai que c'est compliqué à trouver. Et alors je voulais juste relancer le sujet sur un autre débat, parce que moi je m'occupe beaucoup d'ergonomie, et on parle beaucoup de personnalisation, et c'est un truc, je voulais partager sur un truc qu'on a beaucoup constaté, c'est que la personnalisation c'est très très bien, sauf qu'à un moment donné il faut encore que les gens la voient. Et le problème il est là, c'est que, alors je vous donne des exemples très simples, il y a plein de sites où vous avez des recommandations produits qui vont se retrouver tout en bas de la page. Donc il faut scroller 3 mètres de page pour les trouver, et honnêtement ça n'a aucun intérêt. Donc la question c'est pas tellement, alors c'est déjà, est-ce qu'on a des bons algorithmes, ça c'est pas évident, et c'est ensuite où est-ce qu'on met cette personnalisation, parce qu'encore faut-il que les gens la voient et l'aperçoivent. Et ça c'est pas forcément facile, donc c'est un vrai enjeu, et on se rend compte que souvent le positionnement de la personnalisation va avoir un impact extrêmement important sur la qualité de la recommandation algorithmique. Donc ça c'était mon petit clin d'œil d'ergonome, et voilà, mais du coup il faut le marketer, en être fier de sa personnalisation, ce qui est le point de départ. C'est-à-dire, si naturellement on l'a mis comme filet de trapéziste pour rattraper en fin de page les demandes qu'on aurait mal adressées par ailleurs dans la page par des approches peut-être plus métiers ou juste un tri un peu métier, forcément ça n'a pas de sens. C'est comme le moteur de recherche qui a été planqué chez Cdiscount longtemps parce que les frères Charles avaient dit le moteur de recherche ça sert à rien, il faut que les gens paginent dans les pages, et du coup le moteur avait jamais été tuné et derrière il donnait des résultats totalement aberrants.
Un point juste, si on parle un petit peu du côté algorithme et perso, ça fait peur à beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le digital qui malheureusement n'ont jamais appris à coder. Derrière, c'est pas des choses extraordinairement complexes, mais ça demande quand même un petit peu de comprendre les concepts, pas avoir peur des maths, pas avoir peur des stats. Donc on parle bien de ces profils-là. Moi, j'ai chez moi des Centraliens Paris avec une spécialisation stats, des NSAE. Voilà, c'est pas des profils qui courent les rues parce qu'en plus c'est pas des gens qui s'intéressent forcément au digital, c'est des gens qu'on aurait pu trouver en train de calculer la croissance de la France ou s'amuser dans l'industrie pétrochimique à essayer de trouver des formules d'optimisation. Donc ce qu'on appelle couramment les data scientists dans des domaines d'application divers et variés, les attirer dans le digital n'est pas forcément encore chose évidente parce que les salaires sont très mauvais, vous payez très très mal des gens qui par ailleurs peuvent gagner même en sortie d'école 70 000, 80 000 euros lorsqu'ils sont très compétents parce qu'ils ont fait des grandes écoles et que de toute façon ils savent que si en France ils ne trouvent pas, ils trouveront aux États-Unis et on leur fera un pont d'or pour venir. Donc il y a un vrai sujet sur le coût de ces ressources pour pouvoir, donc d'où l'intérêt des éditeurs qui encapsulent toute cette intelligence et qui essayent naturellement de les mettre à disposition. Les gens chez qui c'est aller plus loin ce sujet, c'est naturellement des gens comme Google. Je rappelle que le rêve ultime de Google, c'est pas de répondre à votre question, c'est de deviner votre prochaine question. Et c'est pas une blague, c'est eux qui le disent. Hein, donc ils sont naturellement dans un autre délire encore, et forcément la machine est censée arriver à un niveau où naturellement on n'est pas juste à rendre un petit service, on est carrément là pour vous comprendre, avec comme corollaire, et je me permettrai comme mot de la fin pour ma part, qui est de dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir deviner votre prochaine question, ils en ont rien à faire de votre vie privée, parce que pour eux, de toute façon, c'est un concept qui ne devrait pas exister. Je rappelle que Schmitt disait c'est une aberration de la société bourgeoise d'avoir inventé la vie privée. Dans les villages, tout se sait. C'est quand on a créé les villes, la bourgeoisie a créé la vie privée. Mais la vie privée, ça n'existe pas. C'est l'école de pensée Google. Donc derrière, vous imaginez ce que, en effet, si on peut se permettre de collecter toutes les informations sur tout le monde, on peut s'imaginer comme capacité à deviner leur prochaine question, deviner que vous allez peut-être dans 2 semaines vous poser la question de changer de poste, mais ils le savent déjà parce qu'il y a des signaux faibles qui laissent à penser que c'est vraiment ces cas d'usage-là qu'ils essayent d'adresser. À notre petit niveau, on essaye déjà de rendre des services, et notamment en marketant un bloc qui est censé deviner un petit peu ce qui nous intéresse. Très bien. Écoutez, merci à tous. Ce que je vous propose, c'est une petite conclusion. Je vais vous présenter comment on voit le marché, et puis parler un petit peu de Target to Sell. Donc, ce qui ressort d'ailleurs, hein, je trouve, de ce débat, que j'espère que vous l'avez trouvé passionnant, en tout cas moi je l'ai trouvé passionnant, c'est que les choses évoluent très vite. On reste sur un marché extrêmement jeune et avec une perpétuelle évolution. Et avec des temps d'évolution qui sont très très courts. Richard parlait de WhatsApp. L'impact de ces nouveaux usages par rapport au e-commerce, on se rend compte qu'on est au tout début. J'avais rien lu, alors peut-être que j'ai pas été lire aux bons endroits, mais j'avais rien lu sur le sujet, quoi. Ça montre qu'il y a encore des choses qui peuvent... on sait qu'il y a encore des choses qui vont évoluer. Et la conséquence de cette évolution extrêmement rapide, quand on voit à quelle vitesse, par exemple, là on en a parlé, le mobile s'est développé, et je voulais poser la question à Bertrand, quels sont il y a encore des sites qui ne sont pas, j'en connais quelques-uns, mais même des grands, il y a encore tout un tas de sites qui ne sont pas affichés correctement sur mobile, ou alors certains qui sont affichés sur mobile, mais de manière pas de bonne qualité en fait. C'est quoi la question ? Non, c'était juste, est-ce que tu sais la part des sites, le pourcentage de sites, on va dire, dans le top 1000, qui sont correctement adaptés pour les mobiles ? Non, je sais pas ça. Mais c'est certainement pas 100%, et c'est sans doute quelques dizaines de pourcents, j'ai pas le chiffre, hein, mais quelques dizaines de pourcents de sites, peut-être 20% de sites au moins, qui ne sont pas adaptés correctement au mobile. Et donc, la conséquence de ça, l'évolution très rapide, on l'a subie, c'est comme ça, c'est une réalité de notre marché, et la seule conséquence raisonnable, c'est d'être extrêmement agile. Je trouve qu'il n'y a rien d'autre à dire. Puisque les choses évoluent très vite, il faut forcément
se dire qu'on va devoir mettre en place des outils, des équipes qui vont travailler sur des cycles courts. Un autre élément dont on a parlé... Sur ce sujet-là, je me permets de rebondir, c'est vraiment le sujet des enjeux e-commerce qu'on fait, Drive the Digital Change. Parce qu'on s'est rendu compte en fait que les pure players, quand ils sont arrivés, ils ont bousculé l'écosystème, ils ont été plus vite que les autres. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui doivent se réinventer en permanence et adapter de nouvelles postures, démarches pour être agiles. Il ne suffit pas d'être pure player et digital pour être agile. Ah voilà. Mais absolument, je ne donnerai pas de nom, mais je connais effectivement plusieurs pure players qui ont un système d'information en particulier. Alors il n'y a pas que là, il y a aussi sur l'aspect organisation, etc. Mais déjà, si le système informatique lui-même n'est pas agile, on ne démarre pas au top, quoi. Deuxième tendance dont on a parlé aussi, et c'est vraiment passionnant, c'est l'évolution des métiers. Historiquement, il y avait les filiales techniques, les filiales marketing, et c'était finalement assez séparé. On se rend compte qu'on est aux limites de ça aujourd'hui. Alors les écoles n'ont pas encore forcément bien évolué, il y a pas encore on ne trouve pas toujours les profils qu'on souhaiterait trouver, mais la réalité, c'est Google qui avait dit ça dans une conférence il y a longtemps maintenant, mais ça m'avait marqué, c'est le marketing devient technologique. Et donc il y a ce besoin de mariage. Alors c'est pareil, on en fait quoi de cette info, puisqu'on a énormément du mal, donc on cherche la perle rare qui sait manier, comprendre la technique suffisamment pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière, et puis comprendre les enjeux marketing. Comme ces profils-là sont extrêmement durs à trouver, la seule conclusion, c'est déjà en être convaincu, réussir à convaincre ses chefs quand il y a besoin, puisque après ça a des conséquences sur l'organisation des boîtes. Et donc après, une fois que tout le monde est convaincu, c'est chercher à créer du lien. Et tu avais raison tout à l'heure, Martin, quand tu faisais attention à pas créer une scission entre les équipes techniques et les équipes marketing. La seule façon d'avancer, c'est que les équipes travaillent ensemble. Et donc au contraire, il faut essayer de créer... bien sûr qu'il y a des tensions, d'ailleurs elles sont naturelles, parce qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs, les mêmes cycles. Et par contre, il est essentiel qu'elles arrivent à bien travailler ensemble, et c'est ça qui crée de la valeur. Un autre élément extrêmement fort de notre métier, et les choses sont liées les unes par rapport aux autres, c'est le côté Lego. Quand on veut faire du e-commerce, quand on s'intéresse au côté digital du commerce, en fait on doit mettre bout à bout tout un tas de besoins fonctionnels qui sont finalement extrêmement variés. On doit mettre un site en ligne, on doit même mettre plusieurs sites en ligne, puisqu'on en aura besoin d'un sur les mobiles, un pour tablette, etc. Il y a de la relation client, donc il y a forcément quelque part un bout de CRM. Il y a des avis clients, donc il faut une application sur les avis clients, il faut du chat, etc. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va couvrir tous ces besoins-là. Il y a de la personnalisation, j'aurais pu aussi le citer. Il y a aussi, d'ailleurs je vais continuer sur ma liste parce que je pense que les sujets suivants sont intéressants, toute la partie e-merchandising. C'est un élément qui a été cité, j'ai trouvé ça intéressant dans l'étude de l'EBG où vous avez participé, où il y avait justement une tentative, parce que c'est des choses qui évoluent, mais de classification des solutions. Tous les marchands n'ont pas forcément conscience de la diversité des métiers. Mais voilà, c'est pas la même chose de faire de la recherche intelligente pour le e-commerce. C'est pas exactement la même chose d'ailleurs que faire de la recherche tout court. Il y a la navigation. Comment est-ce qu'on fait de la navigation intelligente dans un catalogue? C'est encore un métier un petit peu à part, même s'ils sont interconnectés évidemment. Et puis bien sûr, il y a la recommandation produit, la personnalisation. Et donc je vais en venir où? Je vais en venir sur le fait que quand on est e-marchand, on veut offrir, on a besoin d'appréhender tous ces axes. Et malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle, on ne peut pas trouver une seule solution qui fasse tout. Et donc on est obligé d'aller à la pêche. Alors je vais développer un petit peu plus. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution qui fait tout? C'est toujours pareil, c'est lié au premier point. À partir du moment où les choses évoluent très très vite, c'est impossible d'agréger, d'avoir une solution qui fait tout, parce que si vous le faites à un instant T, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, il y a des nouvelles solutions qui sont apparues, des nouveaux besoins. Au bout du compte, votre agrégation est extrêmement vite obsolète. Donc c'était un des premiers points, il faut être agile, et donc il faut nécessairement aller chercher les solutions une par une pour couvrir les différents besoins.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, toujours sur cette vision marché, on se rend compte que presque par déduction logique, il manque quelque chose. On est forcé d'aller chercher tout un tas de solutions, mais ce qui va créer de la valeur dans l'avenir, c'est cette capacité à faire de la glue, de mettre ensemble les composants. Et ça, aujourd'hui, il y a comme je pense qu'il y a un vrai manque. Il y a des solutions qui... Pardon ? Alors, il y a des DMP, il y a des API, mais il n'y a pas encore vraiment de notion de glue universelle. On voit des tendances. Il y a une boîte qui s'appelle Sush.io, par exemple. Alors, Sush.io, qui propose justement de l'agrégation de services SaaS, mais ça reste extrêmement embryonnaire. Docker, donc c'est plus au niveau des systèmes d'info, des clouds, etc. Ouais, mais ça va un peu dans la logique, effectivement, d'un côté plug and play. Voilà. Donc en tout cas, nous, tout ça, ça nous fait voir l'avenir de la façon suivante, se dire finalement, c'est quoi les quelques mots-clés pour... Qu'est-ce qui doit driver le choix d'une solution? C'est une solution agile. Et vraiment agile, moi un des trucs qui m'énerve, c'est que finalement tout le monde aujourd'hui s'attribue le mot agile et avec derrière des réalités extrêmement différentes. L'agilité, ça veut dire des choses, ça veut dire qu'on évolue, qu'on est capable d'évoluer très vite, qu'on est capable d'évoluer avec des cycles très courts et de répondre à des nouveaux besoins avec un rythme qui est par exemple de 15 jours, mais sûrement pas de 6 mois, quoi. On doit prendre... Il faut que la solution elle soit facile et rapide à prendre en main, puisqu'il faut absolument éviter les projets tunnels qui s'étalent sur des années, ça c'est certain, et même sur plus de 6 mois. Il faut faire attention quand on est déjà aux limites donc voilà, donc si on veut des projets qui sont courts, faut choisir des solutions qui soient dans cette mouvance-là. Ça veut dire des solutions qui soient rapides et faciles à prendre en main. Et puis, à partir du moment où on est obligé de prendre plusieurs solutions, faut s'intéresser aux API. Alors, je suis très content qu'Apple évangélise sur ce sujet-là, fasse des conférences mondiales, vues dans le monde entier, où on parle d'API, parce que c'est pas un sujet très sexy, c'est pas un sujet que tout le monde appréhende bien. API, c'est juste la capacité qu'a un système à dialoguer avec un autre système. Donc, au lieu de dialoguer entre un système et une personne, c'est finalement deux systèmes qui dialoguent, et c'est fondamental, encore une fois, puisqu'on doit faire du Lego avec plusieurs composants, il faut donc que les systèmes sachent dialoguer entre eux. Donc, par rapport à ça, nous, évidemment, on avait cet ADN-là dès la création de la boîte. Donc, ça nous a simplifié la vie. Dès la création de la boîte, on était 100% convaincus de plusieurs choses, 100% convaincus que l'avenir, c'est le SaaS, donc du logiciel hébergé, qui permet de décharger les clients de toute la partie gestion des versions, gestion des configurations, etc. Et c'était une question encore il y a 3 ans, c'en est plus une aujourd'hui. Et puis donc avec tous les mots-clés dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire donc SaaS, Agile, API inside, et puis facile à installer et facile à utiliser. Donc c'est ça qu'on avait en tête avec Adrien qui est arrivé en retard parce qu'il avait une autre conférence ce matin. Donc c'est ça qu'on avait en tête quand on a créé la société il y a 3 ans. Et puis on a fait notre chemin. Alors on se perçoit comme étant qu'à une étape. On a encore beaucoup de chemin à faire. Mais aujourd'hui, Target to Sell, pour vous donner quelques chiffres, c'est une centaine de clients significatifs, comme Auchan, Carrefour, Blancheporte, Pinky, Rajar, Excel, etc. Et ce qui fait de nous, objectivement, le leader français de la recommandation produit. Donc c'est bien, parce qu'en 3 ans, c'est un travail qui est fait, un vrai travail qui a été fait. Bravo aux équipes qui ont permis ça. Donc les équipes, c'est une vingtaine de personnes. Là aussi, c'est une étape importante. 20 personnes, c'est pas 1000 personnes, mais ça permet de couvrir tous les métiers, commercial, marketing.
pour ceux délégués du personnel. Alors pas encore délégué du personnel, mais on va y avoir droit l'année prochaine. Hein. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis bah, la société va continuer à se développer. Et donc je vous donne rendez-vous au salon du e-commerce où on pourra faire quelques annonces de nouveautés. Merci. Merci à tous, merci à tous les participants de la table ronde, merci à vous tous, merci à toute l'équipe Target to Sell, à Caro en particulier qui a organisé cet événement. Donc la suite, on a le tirage au sort pour l'Apple Watch. On va peut-être faire ça à peu près maintenant, non, Caro? On va faire ça en haut, d'accord. Donc on va se retrouver en haut pour continuer à discuter entre nous, continuer le débat, boire un coup je crois, faire ce tirage au sort. Ceux qui veulent pourront sortir et ceux qui veulent rester, on va faire un petit tour sur la scène et continuer à discuter en naviguant.